Frontières, votre média d'enquête. Présent sur le terrain. Vous propose des enquêtes exclusives. Là où d'autres médias préfèrent rester silencieux. Le tout à retrouver dans nos magazines. Et sur nos réseaux sociaux. Merci à tous. Abonnez-vous à Frontières. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Frontières. Bonjour Eric. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. À la une, évidemment, on va continuer à parler des suites judiciaires pour les émeutiers, ou plutôt de l'absence de suites judiciaires pour les émeutiers. Mais voilà que le dossier Xavier Dupont de Ligonnès revient à la une de l'actualité suite à une émission de M6 et au témoignage d'un homme qui se disait prêtre et qui prétendait avoir confessé en 2022 Xavier Dupont de Ligonnès. Problème, le cardinal de Carcassonne, l'évêque de Carcassonne a réagi ce matin et on va l'entendre dans un instant. Après, évidemment, le journal de Somaya à 11h pile. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. On commence ce journal par cette nouvelle révélation sur le profil du principal suspect dans la disparition de Liana. Une plainte pour viol sur une enfant de 10 ans a été déposée en 2025 contre ce père de famille de 41 ans. Toutefois, selon son avocate, il n'a encore jamais été interrogé sur ce dossier. À la une également, 3 agents de l'Office national des forêts placés en garde à vue 1 an après le feu qui avait fait un mort et détruit 16 000 hectares dans l'Aude. Un rebondissement majeur dans ce dossier qui continue de susciter de nombreuses interrogations. Et puis des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg ce matin, jour d'ouverture du traditionnel forum économique rassemblant de nombreux dirigeants russes. Un forum de 3 jours auquel le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, doit participer. Merci beaucoup Somaya, on vous retrouve évidemment dans une demi-heure pour un nouveau tour de l'actualité. Pour parler de l'actualité ce matin justement, Hélène Roé, Jules Torres de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour à tous les deux. Tanguy Hamon, qui depuis 48 heures, d'ailleurs, vous avez des petits yeux, vous n'arrêtez pas. Au tribunal, ouais. Vous avez campé au tribunal. Vous avez failli, vous, y rester au tribunal tellement vous y passiez de temps. Vous y êtes resté plus longtemps que les émeutiers qui passaient les uns derrière les autres et qui pouvaient rentrer chez eux avant vous. Avant moi. Jules Laurent, de la rédaction de 100% Frontières, vous allez nous expliquer tout sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès dans un instant qui est relancée. Pierre-Marie Sèvres de l'Institut pour la Justice. Bonjour à tous. Et Georges Fenech, ancien magistrat. Et il va être question de justice, effectivement, ce matin, et de fascination aussi pour les enquêtes judiciaires, messieurs, qui n'aboutissent pas et qui laissent place à toutes les spéculations. C'est donc l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Tout repart donc hier soir sur M6, quand un prêtre, un homme qui se dit prêtre, dit avoir confessé en 2022, donc il y a moins de 5 ans, Xavier Dupont de Ligonnès, et qui lui a avoué tous ses crimes. Donc écoutez cette séquence, et ensuite, Jules Laurent, vous allez tout nous expliquer ce qui s'est passé derrière la diffusion de cette séquence et la réaction donc du cardinal de Carcassonne. Mon père, est-ce que vous êtes sûr à 100% qu'il s'agit de lui? Oui, bien sûr, avec la confession en dit beaucoup. Voilà, exactement. Mais on parle de 2022. Oui, 2022, exactement. Mon père, je me dois de vous dire, il y a le secret de la confession, donc pourquoi vous nous en parlez ce soir? Parce que depuis maintenant quelques temps, ça fait 1 an, aujourd'hui, avec notre évêque de Carcassonne, M. Zalou, donc nous avons décidé aujourd'hui d'en parler et on a profité de cette occasion-là. Voilà. Ah, mais c'est complètement fou, là, ce que vous êtes en train de nous dire. Donc en 2022, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est con. Alors je ne vais pas vous demander ce qu'il vous a dit, évidemment, mais c'est confié à vous. Exactement, exactement. Est-ce que, mon père, est-ce qu'il a parlé des crimes? Oui, tout à fait, voilà. Il vous a dit, j'ai tué ma famille et je veux me confesser. Exactement, avec des pleurs, comme j'ai pu expliquer, il y a eu 15 minutes de pleurs et après, ça s'est fait cette tristesse. Il était habillé comment, mon père? Vous vous rappelez à peu près ou pas du tout? Il était habillé d'une tenue simple, un jean, une petite chemise à carreaux. Il portait des lunettes? De très court, voilà. Un homme très mal dans sa peau. Comment, enfin, est-ce que vous avez senti un homme, on imagine, si on est en train d'avouer qu'on a tué sa famille, un homme désemparé, ou au contraire très froid? Comment était-il? Non, il était vraiment désemparé. Je pense que là, on était dans un problème, comme j'ai pu expliquer, je pense, psychiatrique à ce niveau. Il était vraiment dans un état plutôt... Et il est resté combien de temps avec vous, mon père, là-bas? Il est resté avec nous 4 jours exactement. Mon père, je me permets de vous poser la question. Pourquoi vous n'en avez pas parlé avant?
parce que j'ai voulu protéger un peu cette affaire-là pour éviter que ça fout un peu le bouchon chez nous dans le monastère. Donc, ce prêtre, alors je vais mettre évidemment ce prétend prêtre, j'allais dire ce pseudo-prêtre, parce que si ce que dit effectivement l'évêque de Carcassonne, et j'ai plutôt envie de croire l'évêque de Carcassonne se confirme, cet homme n'est absolument pas prêtre. Donc, il dit, j'ai contacté l'évêché de Carcassonne pour dire que j'allais parler ce soir. Or, l'évêque de Carcassonne prend la parole ce matin, et Jules Laurent... Il annonce donc effectivement donc au sein de l'émission avec Julien Courbet, il prend tout le monde à partie, il dit je suis prêtre, j'appartiens à l'évêché, j'ai eu l'accord de l'évêque de Carcassonne pour pouvoir faire ce témoignage exclusif. Oui, il annonce quand même que pendant 4 jours, en 2022, Xavier Dupont de Ligonnès s'est confié à lui, s'est confessé, a avoué avoir tué sa femme, ses enfants. Et ce matin, on apprend donc lui rappeler qu'avec l'évêque de Carcassonne, depuis 1 an, nous avons décidé d'en parler. Avant, nous ne voulions pas tirer la lumière chez nous dans le monastère. Nous étions au courant de l'émission, donc nous avons décidé d'en parler. Et ce matin, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, nous avons donc l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Valentin, qui dément avoir donné son accord à ce prêtre qui se prétend prêtre du diocèse, un homme qui ne connaît pas, qu'il a affirmé à l'antenne. Il affirme en fait ne pas comprendre comment est-ce que l'émission a pu même donner sa confiance à cette personne sans avoir eu l'accord même de l'évêché. Il dit même jamais on ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole sur M6, ni même l'émission avant de prendre la parole sur ce sujet. Donc la question est en suspens, c'est-à-dire qui est cette personne qui se prétend prêtre Marc, qui a pris la parole sur l'émission M6 et qui a annoncé avoir confessé en 2022 Xavier Dupont de Ligonnès. Alors on va écouter l'évêque de Carcassonne, mais pour que les téléspectateurs comprennent parfaitement. Donc ce prêtre dit, vous l'avez dit Jules, parler avec l'accord de l'évêché de Carcassonne qui l'aurait contacté. L'évêché de Carcassonne au courant depuis 2022 qu'il y aurait une confession donc de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est ce que dit ce pseudo-prêtre. Et l'évêque de Carcassonne, il hallucine et il dit c'est totalement faux. J'ai jamais été au courant d'une pseudo-confession de Xavier Dupont de Ligonnès et encore moins donné mon accord à ce prêtre pour qu'il prenne la parole sur M6 pour dire qu'il avait confessé en 2022 Xavier Dupont de Ligonnès. Donc c'est une histoire totalement de fou, mais ça montre la passion autour de l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Et on n'en est pas à la première erreur. Guy Joao, souvenez-vous, on avait arrêté à Glasgow Xavier Dupont de Ligonnès qui s'était fait refaire complètement le visage. Et c'était ce pauvre Guy Joao qui s'est retrouvé avec les phares de la médiatisation autour de lui. Et il n'y était évidemment pour rien, ni lié de près ou de loin à Xavier Dupont de Ligonnès. Écoutez donc cet évêque qui dément totalement ce témoignage. Un homme se présentant comme prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne, dont j'ai la charge, a fait hier une intervention sur M6 en prétendant faire des révélations avec mon accord. Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole, ni même M6 avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à cette séquence trompeuse pour le public. Alors, Georges Fenech, évidemment, tous les médias, c'était le Parisien surtout qui avait fait sa une sur Xavier Dupont de Ligonnès, mais tous les médias avaient embrayé parce qu'il y avait eu des dépêches aussi, me semble-t-il. Est-ce qu'il y avait eu des dépêches à l'AFP ? J'ai un doute. J'ai un doute. En tout cas, il y avait eu évidemment une volonté de parler de cette affaire, puisque Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté à Glasgow, sauf que c'était évidemment pas lui. Il y a quand même une fascination à la fois du public et des médias pour l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, et vous étiez en plateau au moment où on avait arrêté Xavier Dupont de Ligonnès, alors que c'était Guy Joao qu'en est mort ensuite. Il s'est jamais remis de cette arrestation et du battage médiatique autour de lui. Je me souviens très bien de cette soirée nocturne, terminée très tard. Où il y avait des dépêches AFP. Il y avait bien une dépêche AFP. Voilà, il y avait bien une dépêche de l'agence France Presse. Toutes les chaînes annonçaient l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, et je pense que nous étions les seuls à montrer beaucoup de prudence et à dire attendez, attention. Vous étiez en plateau, c'est vous. J'étais en plateau. Je me souviens très bien de cette séquence. Julien Pasquier, effectivement. C'est vous qui tiquez dès le début. Ouais. Vous pouvez pas le dire, donc moi je vais le dire. Vous savez pourquoi j'ai tiqué ? Allez-y. Parce que la police judiciaire, enfin la police aérienne frontière plutôt de Glasgow, avait soi-disant identifié Xavier Dupont de Ligonnès à partir de 2 points d'empreinte digitale, 2 comparaisons. Si on n'a pas 14 points, moi qui ai eu l'instruction, on ne peut pas être sûr, effectivement, que la personne est celle des empreintes digitales. Bon, ça s'est terminé comme ça. Donc, il faut véritablement être très prudent dans cette affaire. Est-il vivant ? Est-il mort ? Personne n'en sait rien, en réalité.
Personne n'en sait rien. Existe-t-il dans la littérature judiciaire des cas comme ça de pères de famille qui auraient tué toute leur famille, disparu et qui auraient refait une vie? Oui, c'est très très rare, mais ça a existé, notamment aux États-Unis. Il y a un cas qui est très bien documenté. Et il y a un policier qui explore la piste américaine concernant la fuite, la possible fuite de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, alors par contre, moi j'ai été intéressé plutôt par cet élément qui a été révélé par le journal Sud-Ouest, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu une enquête sur des forums religieux. Alors, c'est pas Sud-Ouest, c'est Ouest-France. Pardon, excuse-moi. C'est pas exactement au même endroit, mais on va en parler. On va en parler. Mais restons sur ce qui s'est passé hier sur M6. Moi, j'attends maintenant d'M6 et de Julien Courbet qu'il y ait un rectificatif ou des excuses, parce que c'est quand même... bon. C'est pas tant la question en tant que téléspectateur, de Julien Courbet ou d'M6, c'est la question de la manière dont ça passionne et dont la fascination et le feuilleton est relancé par le témoignage de cet homme qui se prétend prêtre. Tout le monde aimerait savoir de qui il s'agit, puisque l'évêque de Carcassonne dit « je ne sais même pas de qui il s'agit ». C'est un mythomane, manifestement. Mais oui, alors est-ce que c'est un mythomane? Est-ce qu'il est réellement prêtre? On se pose plein de questions. Est-ce qu'il a quand même... on se pose plein de questions. Des détails. Pardon? Il amène des détails, c'est-à-dire dans la confession. Il dit que Xavier Dupont de Ligonnès regrettait face à lui, qu'il a parlé pendant 4 jours, qu'il était habillé d'une chemise à carreaux, les cheveux rasés. Enfin, c'est plein de détails qui ont été amenés par quelqu'un qui, potentiellement, a menti directement à l'antenne en direct. Et ça s'appuie aussi sur des rumeurs ou des pistes également policières depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y a pas plusieurs rien éléments. Non plus, voilà. Soit il s'est suicidé quelques jours après qu'on ait vu cette vidéo, cette dernière photo où il tire de l'argent au Formule 1. C'est la première option. Soit il est parti en effet aux États-Unis. Soit enfin il a pu se réfugier dans des monastères. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu également, je me souviens de week-ends où pendant 24 heures ou 48 heures, on annonçait que la police avait perquisitionné un monastère pour essayer de savoir si, finalement, Dupont de Ligonnès était protégé, parce que c'est aussi de culture où les moines peuvent tout à fait protéger certains individus dans leur monastère. Donc c'est à partir de cela que, effectivement, la rumeur, elle a plutôt fonctionné, que les équipes ont pu potentiellement se faire piéger. Mais en attendant, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès, à quoi est-ce qu'il ressemble aujourd'hui? C'est une grande question. C'est-à-dire qu'on est 15 ans après. Donc ce sont des portraits aussi. À chaque fois, c'est devenu presque un jeu de la part des Français. Au moment de Noël, au moment de Pâques, qui s'interrogent tous. Ça fascine tout le monde. Est-ce qu'on le voit sur les réseaux sociaux? Parfois, on se retrouve également avec des photos. Moi, j'en me rappelle d'une dans le RER où effectivement, il y avait quelqu'un qui ressemblait à Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait été pris en photo sur les réseaux sociaux. Ça avait buzzé parce que les gens disaient « je l'ai retrouvé ». Texas, souvent, on trouvait que c'était faux. Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, c'était les révélations de Ouest France, pour le coup. Xavier Dupont de Ligonnès pourra avoir continué à échanger sur un forum pendant 6 ans, après le meurtre familial survenu à Nantes en 2011, sous le pseudo d'Epsilon. Xavier Dupont de Ligonnès pourrait avoir participé à des échanges sur un forum religieux en ligne jusqu'en 2017, soit 6 ans après les faits, dans lesquels il serait impliqué. Au cours de l'enquête policière, les enquêteurs ont déterminé qu'il possédait 2 comptes, celui de Chevy et de Ligo, qu'il utilisait pour débattre sur le site catholique.org en 2009 et 2010. Grâce à des analyses stylométriques sur 6500 profils présents sur ce forum, Ouest France a pu sortir un compte du lot pouvant appartenir à Dupont de Ligonnès, Epsilon. La stylométrie est une méthode d'analyse qui consiste à comparer les habitudes d'écriture d'une personne en prenant en compte la syntaxe, le vocabulaire, la ponctuation ou encore les expressions qui reviennent régulièrement. Tous ces détails ont donc permis de remonter de nombreuses similitudes entre les 3 comptes Chevy, Ligo et Epsilon. Alors, vous voyez les révélations de ce journaliste de Ouest France qui était chez Pascal Praud ce matin. Pour tout vous dire, avant d'enquêter sur ce sujet-là, j'étais persuadé qu'il s'était suicidé. Maintenant, plus ça va, plus je doute, forcément, parce que ce qu'on a découvert, c'est assez troublant. En fait, pour comprendre, il faut reprendre un peu le contexte. Xavier Dupont de Ligonnès, quand il disparaît en avril 2011, les enquêteurs découvrent qu'il se connecte à un forum qui s'appelle citécatholique.org, un forum d'échange sur les sujets catholiques, et qu'il a continué à le faire presque tous les jours après les meurtres. Il avait 2 pseudos, Ligo et Chevy, donc on s'est dit, si XDDL, comme on le surnomme par ici, utilisait ce forum, est-ce qu'il y avait un 3e compte? Et c'est là que, en cherchant avec l'OSINT, l'Open Source Intelligente, on est tombé sur Epsilon. Et Epsilon, ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il s'inscrit le 2 juillet 2010, donc pratiquement un peu moins d'1 an avant les meurtres, et qu'il disparaît des radars en août 2017. Ce qui est frappant aussi, c'est que le 15 avril 2011, il cesse d'écrire, Epsilon, et c'est justement le 15 avril 2011 qu'on connaît la dernière trace connue de Xavier Dupont de Ligonnès sur Terre. Et il va réapparaître, Epsilon, 4 mois plus tard.
évidemment la rédaction d'Ouest France qui était très mobilisée sur le sujet puisque le drame s'est passé à Nantes. Donc vous avez compris, il y avait 2 comptes avant qu'il ne tue toute sa famille, avant qu'il ne disparaisse, Chevy et Ligo, et il y a un 3e compte, Epsilon, et Ouest France après le drame. Et Ouest France trouve des liens entre les 2 premiers comptes avant tous les meurtres et le nouveau compte après le massacre de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc écoutez à nouveau ce journaliste. On a regardé un petit peu les marqueurs d'écriture qui pouvaient exister entre les 3 comptes, à savoir Ligo, Chevy et Epsilon, mais aussi en les comparant avec des écrits de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Et là, on a trouvé des choses assez étonnantes. L'utilisation, par exemple, de capital pour marquer des mots évidents dans une phrase, l'utilisation abusive des points de suspension, les énumérations, et aussi une référence à 3 rois oubliés de l'Ancien Testament. Ça, c'est quelque chose qu'il avait laissé dans une lettre qui s'intitule « À mes femmes ». Et ce passage-là sur l'incohérence en fait de l'âge de ces rois, on le retrouve dans un message d'Epsilon. Et l'âge est indiqué dans le même ordre qu'il l'avait indiqué dans sa lettre. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez troublantes quand on les met bout à bout. Assez troublante quand on les met bout à bout. Et écoutez donc une dernière fois ce journaliste, effectivement, sur ces révélations qu'il juge troublantes. Encore une fois... tant que Xavier Dupont de Ligonnès ne sera pas retrouvé, les spéculations iront bon train qu'il soit retrouvé mort ou vivant. Donc écoutez une dernière fois ce journaliste. Elle date de, alors j'ai plus la date exacte, mais août 2017, et ça se termine curieusement sur un message où il s'adresse à un autre forumiste, mais le forumiste, son pseudo c'est Xavier. Et donc le dernier message d'Epsilon connu, c'est avec Xavier, avec un émoticône. Alors c'est pas, voilà, on n'est pas en train de dire, en disant tout ça, qu'on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. On dit juste nous à Ouest France qu'il y a un pseudo qui étrangement ressemble au type d'écriture que pouvaient avoir les 2 pseudos sur le même forum, et aussi Xavier Dupont de Ligonnès dans ses lettres. Après, c'est à la justice de continuer son travail, de demander des réquisitions, par exemple, pour avoir l'adresse IP de l'ordinateur, de pouvoir localiser. Mais nous, tout ce qu'on dit, c'est attention, là, il y a quand même quelque chose de troublant. Et c'est uniquement ce que Ouest France veut dire dans cette enquête. Donc, il y a quelque chose de troublant dans l'enquête de Ouest France avec ses comptes. Affaire Xavier Dupont de Ligonnès, l'énigme du compte Epsilon actif jusqu'en 2017 sur un forum religieux. Il y a ce prêtre qui serait donc un faux prêtre selon l'évêché de Carcassonne, en tout cas qui n'a jamais contacté l'évêché et qui n'a jamais avoué une confession avec Xavier Dupont de Ligonnès, et tout simplement l'évêque de Carcassonne ne sait pas de qui il s'agit. Il y a eu la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès avec Guy Joao. La photo. La photo, effectivement, qui a été relancée, sa présence aux États-Unis, la trace de sa présence aux États-Unis, c'était il y a quelques semaines. Pierre-Marie Steph, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de spéculations autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Est-il encore vivant des années après le drame et après la tuerie de sa famille? Moi, je pense que ce qui fascine le public et tout le monde, on est forcément involontairement victime de cette fascination, c'est que non seulement le crime est terrible, mais c'est très rare, en fait, des affaires dont on ne retrouve pas les tueurs. Et moi, je me souviens, en fac de droit, il n'y a pas si longtemps, de mon prof de droit qui me disait « on les retrouve tous ». Ça prend parfois du temps. Le taux d'élucidation des meurtres, on est autour de 70-80% au bout d'un an, mais on finit tous par plus ou moins les retrouver. Et bon, il se trouve que Xavier Dupont de Ligonnès, on n'y arrive pas. Et c'est ça qui fait le caractère extraordinaire avant tout de cette affaire-là. Donc, et puis tout ça touche à nos instincts primaires depuis la nuit des temps, ce genre d'affaires fascinantes. Oui, Georges. Non, cette piste purement religieuse, si vous voulez, à partir de l'enquête menée par Ouest France, elle me paraît intéressante, moi. Elle peut être crédible, d'ailleurs, après des vérifications qui seront nécessairement faites par la justice, puisque, rappelons que l'enquête est toujours en cours, il y a toujours un juge d'instruction. Pourquoi je dis cela? Parce que Xavier Dupont de Ligonnès est né et a grandi dans un milieu extrêmement religieux, voire sectaire. Il y a une secte qui s'appelle Philadelphie, qui avait été créée par sa mère, qui avait un endoctrinement, une emprise sur toute sa famille, avec tous les critères de la secte, rupture familiale, tous ses membres, l'argent, etc. Et il a baigné dans cette idée que sa mère était en contact direct avec Dieu, si vous voulez. Et ensuite, quand il s'est rendu compte, à un moment très tard, peu avant les assassinats terribles, il s'est rendu compte que tout cela était un vaste mensonge, une fumisterie, quoi. Il y a eu une rupture terrible, parce que c'était quelqu'un de très, très croyant, en réalité, Et on le voit d'ailleurs dans les derniers mails qu'il envoie avant l'affaire criminelle. On sent qu'il y a une tentation suicidaire déjà qui apparaît d'assassinat, si vous voulez.
Donc tout cela mérite d'être effectivement vérifié par la justice. Moi, je m'étonne un peu qu'on reçoive ces éléments qui sont intéressants et qui doivent être vérifiés par des réquisitions, des expertises, identifier ce forum, nous soit livré ainsi sans que la justice, si vous voulez, en soit encore saisie, quoi, voyez-vous. Mais ça, d'ailleurs, c'est intéressant. Il n'y a plus d'enquêteurs sur la disparition de Xavier Dupont-Ligonnès. Il y a en effet un juge d'instruction, mais ce que disait Gilles Gallou, qui a sorti un livre il y a quelques mois, c'est qu'en effet, les moyens qui étaient mobilisés dans les années 2011, je vous rappelle quand même que Xavier Dupont-Ligonnès a eu un mandat d'arrêt international, donc c'est pas rien. Mais aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui enquête sur cela, qui va par exemple aux États-Unis pour retrouver la trace de Xavier Dupont-Ligonnès, parce que c'est la théorie d'un certain nombre de gens et notamment de ses proches, parce qu'il avait une sorte de fascination, puisque dans son adolescence, il était allé à plusieurs reprises aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de journalistes, notamment ce journaliste de France, notamment Gilles Gallou, qui n'est pas journaliste, qui est enquêteur, qui a écrit un livre sur ce sujet-là, qui font finalement la place, le travail des enquêteurs, qui objectivement, même si le sujet est encore ouvert, il n'y a plus beaucoup d'espoir, en tout cas au sein des enquêteurs. Oui, Eric. Moi, j'ai du mal à croire dans la théorie du suicide pour une simple et bonne raison, c'est que Xavier Dupont-Ligonnès a pris beaucoup de temps et beaucoup d'entrain pour cacher les victimes. C'est-à-dire qu'on l'oublie souvent parce qu'on a l'impression, pardonnez-moi, que il est catholique. On a retrouvé très facilement les corps, mais la première fois, les policiers n'avaient pas trouvé les corps. Ils ont été mis sous de la chaux, également sous la maison, et ça ne devait pas être retrouvé à ce moment-là. C'est uniquement parce qu'il y avait une bâche qui dépassaient, qu'ils se sont dit qu'il y avait un problème et qu'ils ont creusé sous la maison. Donc c'est-à-dire qu'il y avait potentiellement le souhait de la part de Xavier Dupont-Ligonnès de véritablement gagner du temps pour pouvoir effectivement quitter le pays. C'est la raison pour laquelle effectivement cette théorie me semble quand même beaucoup plus crédible. S'il avait voulu se suicider, il aurait pu tout à fait les tuer et se suicider par la suite. Oui, mais la question que pose Georges, et je vous la repose, Georges, c'est peut-on disparaître autant d'années? Peut-on fuir les enquêteurs autant d'années sans laisser aucune trace dans les hôtels, de cartes bancaires, en passant d'une ville à l'autre, en prenant un avion pour aller pourquoi pas aux États-Unis? Comment, s'il a réellement fui, c'est un exploit, parce que la durée, c'est l'une des plus longues cavales de l'histoire de la justice française dans ces cas-là. Oui, vous savez, en matière criminelle, des fuites qui ont duré, il y en a eu, hein. Ne serait-ce que les criminels nazis, rappelez-vous, qui étaient tous en Argentine, au Venezuela. Il n'y en avait pas avec une telle médiatisation. On reparle de lui tout le temps. Oui. On parle de lui, de sa fuite aux États-Unis. On parle de lui avec Ouest France. Oui. On parle de lui avec ce pseudo-prêtre. On parle de lui avec Guy Joao. On parle de lui tout le temps. Il y a eu des enquêtes de Society, souvenez-vous. Bien sûr. On parle de lui tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il faut survivre aussi excusez-moi du terme, mais à un acharnement médiatique, à juste titre, sur lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se cache de la volonté des médias de le retrouver, de ce policier qui a écrit un livre, etc. Oui, ça fait déjà maintenant 14 ans donc, de cette affaire criminelle. On n'a pas retrouvé la moindre trace de passage nulle part. Maintenant, est-ce que ça veut dire que... Parce que c'est un homme très, très intelligent, qui avait parfaitement prémédité, vous le savez très bien, l'assassinat de tous les membres de sa famille, et qui avait fait croire à un départ aux États-Unis, d'ailleurs, avec une histoire d'agents secrets, etc. Il avait même écrit à l'école pour expliquer l'absence future des enfants. Donc, il avait tout programmé pour qu'on puisse penser que toute la famille était partie se réfugier ailleurs. Voilà. Et c'est vrai que ça a été vraiment une chance qu'on ait découvert les corps sous la dalle de béton. Alors, est-ce qu'il a en même temps tout préparé sa fuite? On ne peut pas l'exclure. Mais en l'état, bien malin, celui qui dit il est vivant ou il est mort. Personne ne le sait. Bien sûr. Personne ne le sait, mais tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis. Vous avez une intime conviction, vous, Georges? Franchement, non. Non, je ne peux pas. Si je devais opter sur est-il toujours en vie ou s'est-il suicidé, moi je pense, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de son état, ça a été analysé par un psychiatre, un très grand psychiatre d'ailleurs, son nom m'échappe à l'instant, qui fait toutes les grandes affaires criminelles et qui a d'ailleurs sorti un livre là-dessus. Tout cet aspect, si vous voulez, de rupture, les psychiatres parlent de raptus, c'est-à-dire tout ce qu'il avait cru s'est effondré du jour au lendemain. C'est pour ça que moi, je pencherais plutôt vers le suicide, quoi. Ah, vous penchez plutôt vers le suicide.
C'est-à-dire que oui, Tanguy Hamon, dans le monde dans lequel on vit, c'est vrai que ça paraît improbable que quelqu'un disparaisse comme ça sans laisser de traces. On parlait des enquêtes, maintenant on trouve un cheveu, un bornage téléphonique, une carte de crédit. C'est vrai que ça paraît improbable. C'est ça aussi certainement qui fait le fantasme de cette affaire. Savoir si quelqu'un a réussi à faire peut-être le crime parfait. On parle souvent de ce crime parfait, c'est-à-dire tuer quelqu'un, ne pas se faire prendre et disparaître complètement. C'est ça tout le fantasme, le sexy de cette affaire. Savoir si quelqu'un a réussi à disparaître totalement sans laisser de traces, ça paraît très peu probable, mais c'est ça aussi qui fait, je pense, que les gens s'intéressent autant à cette affaire. Et vous qui suivez évidemment toutes les affaires judiciaires, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent d'une cavale qui aurait duré autant de temps, avec un tel battage médiatique, avec une telle concentration de moyens. C'est ça, c'est-à-dire que tout le monde était sur sa piste à un moment donné. Et maintenant, même si les enquêteurs, c'est plus l'enquête numéro 1 en France, évidemment, mais on voit, il y a toujours des journalistes... un faux prêtre, quelqu'un qui va essayer de dénicher quelque chose. C'est vrai que ça paraît vraiment invraisemblable de ne pas trouver la moindre trace vraiment concrète et qui ferait avancer l'enquête. Mais on ne peut jamais dire jamais, on ne sait pas. On va se retrouver dans un instant. On va essayer d'être en lien avec, pour tout vous dire, avec l'évêque de Carcassonne. Donc dès qu'on a un lien avec lui, évidemment, on le prendra suite au témoignage de cet homme qui se prétendait prêtre sur M6 et qui prétendait avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès donc, en 2022. Et là, on va parler évidemment des suites des émeutes et de l'intrusion dans les immeubles. Ça s'est passé dans le 16e arrondissement. Donc on vous a montré hier en exclusivité les images de l'intrusion dans l'immeuble du 16e arrondissement. On est allé sur place et ils ont frappé aux portes. C'est-à-dire qu'ils sont 50, ils sont rentrés à une cinquantaine en quelques secondes avant d'être chassés par les policiers. Certains ont eu le temps de monter dans les étages et de frapper aux portes. Et imaginez quand vous êtes une mère de famille, que vous avez des enfants qui dorment et que vous entendez tambouriner sur votre porte avec plusieurs personnes qui sont derrière la porte. Eh bien, il y a de quoi avoir peur. À tout de suite. De retour dans 100% Frontières dans un instant, on va être avec Monseigneur Valentin, l'évêque de Carcassonne, alors que ce pseudo-prêtre a dit avoir été en contact avec l'évêché de Carcassonne avant de passer sur M6 pour avoir l'autorisation de parler sur M6 et que l'évêché de Carcassonne était au courant de cette pseudo-confession de Xavier Dupont de Ligonnès donc, un an, selon lui. En 2022 où il aurait avoué évidemment tous ses crimes à ce prêtre qui se prétendait prêtre hier sur l'antenne d'M6. Donc dans un instant, on est avec Monseigneur Valentin, évêque de Carcassonne, juste après le rappel des titres de Somaya Labidi. À la une de l'actualité, un mort au Koweït dans les attaques attribuées à l'Iran. L'aéroport international a été touché par des drones iraniens, ce qui a entraîné d'importants dégâts matériels et blessé plusieurs personnes. Conséquence, le trafic aérien a été suspendu et les vols ont été détournés vers d'autres aéroports. On poursuit avec ce drame en Inde, au moins 21 morts et plus de 40 blessés dans l'incendie d'un hôtel à New Delhi. Incendie qui s'est déclaré dans la matinée et qui depuis a été maîtrisé. Pour l'heure, l'origine du sinistre reste indéterminée. Et puis à peine installée, déjà abîmée, la caverne qui emballe le Pont Neuf à Paris a été en partie déchirée par les intempéries. L'installation éphémère conçue par l'artiste JR, qui devait ouvrir au public à partir de samedi, a finalement été reportée à une date ultérieure, laquelle sera définie à la lumière des conclusions de l'état des lieux. Merci beaucoup Somaya. On est donc en train de contacter Monseigneur Valentin qui va être avec nous dans un instant, l'évêque de Carcassonne qui a donc été très surpris de cette séquence hier effectivement sur M6 autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Georges Fenech, avant d'avoir Monseigneur Valentin, ce qu'on peut dire avec vous, c'est que les spéculations repartent autour de Xavier Dupont de Ligonnès, qu'elles ne s'arrêteront jamais tant qu'on n'aura pas mis un point final à cette histoire, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, ça fait partie de ces très grandes affaires criminelles. Vous vous rendez compte, toute une famille tuée par le père, l'époux, et l'énigme, qu'est-il devenu l'auteur? Donc c'est une affaire dont soit elle sera résolue, soit on en parlera encore peut-être pendant une ou deux générations. Regardez l'affaire Grégory, l'énigme criminelle qui remonte à 1980, qui a plus de 45 ans aujourd'hui. On continue à en parler, tout le monde, vous n'étiez pas né, tout le monde en parle. Oui. Donc ce sont des grandes affaires, on peut en citer quelques autres comme ça. Donc cette affaire-là, elle passionne, et c'est normal. C'est normal qu'on soit passionné par une affaire de cette gravité, et avec cette énigme terrible. A-t-il survécu? A-t-il refait sa vie ailleurs? Ou bien s'est-il suicidé? Jules Torres. Mais tant qu'il y aura
des enquêteurs et des journalistes, évidemment que ce feuilleton ne se terminera pas, parce qu'en réalité, derrière l'horreur inattendue, et c'est aussi pour ça que cette histoire elle est incroyable, c'est une famille catholique, une famille bourgeoise, une famille nantaise à qui personne ne prédestinait un tel destin, et forcément il y a des fausses pistes, il y a des pièges journalistiques, et avec Internet il y a aussi une sorte de chasse participative avec chaque tweetos, chaque personne qui a un compte peut prendre une photo, faire une fausse piste, faire de la suspicion, donc ça c'est ça qui est extrêmement intéressant. On est justement donc avec l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Valentin. Merci d'être avec nous, Monseigneur. J'imagine votre surprise hier quand vous avez entendu cet homme qui se prétendait prêtre sur l'antenne d'M6 expliquer qu'il avait confessé en 2022, donc Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait reconnu tous ses crimes, et qu'il vous avait contacté pour à la fois vous prévenir de cette confession et pour vous prévenir de son passage sur M6. Alors, je n'étais pas devant M6 hier soir à 23h30, donc j'ai d'abord été assailli d'appels de divers confrères de votre part pour avoir effectivement confirmation de cette séquence absolument lunaire. J'ai d'abord cru à une plaisanterie, et puis quand j'ai eu accès à la séquence elle-même, j'ai d'abord été très, très abasourdi en tant que citoyen, plus encore qu'évêque, parce qu'on sait le poids des fake news sur notre vie démocratique, on sait les menaces qu'elles représentent, et donc qu'une chaîne sérieuse comme M6 se prête à une telle séquence me semble scandaleux. Voilà pourquoi j'ai saisi dès ce matin le directeur général et le président de l'Arcom sur un dérapage qui me semble très grave. Ah, donc vous avez décidé de saisir l'Arcom suite à ce qui s'est passé hier sur M6 ? Oui, parce qu'il y a au moins 3 dérapages sérieux dans cette affaire. D'abord, il a été donné aux téléspectateurs une information fausse. C'est la première chose. Jamais personne, depuis que je suis évêque dans l'Aude, ne m'a contacté pour me parler de Xavier Dupont de Ligonnès, donc encore moins cet homme qui, depuis, vous l'avez sans doute appris, a révélé à M6 qu'il n'était pas prêtre. Donc, l'information, elle est fausse. Deuxièmement, elle est diffamatoire pour moi comme évêque, puisque quoi qu'on pense du secret de la confession, les règles internes sont telles dans l'Église que si vraiment j'avais donné cet accord, je serais passible de sanctions graves et même de renvoi de ma charge d'évêque. Donc c'est diffamatoire à mon endroit. Et puis ça met aussi en cause une communauté religieuse qui existe réellement, parce que dans ce petit village de Plavilla où cet homme dit se situer, il y a effectivement une communauté religieuse qui n'a rien demandé à personne et qui n'a jamais accueilli Xavier Dupont de Ligonnès. La supérieure que j'ai eu au téléphone ce matin me l'a confirmé. Donc cette séquence est grave. Est-ce que vous savez, est-ce que M6 vous a dit, si vous avez eu des liens avec eux, qui était cet homme qui se prétendait prêtre ? Est-ce que c'est un pur mythomane, aucun lien avec l'Église ? Mais je n'ai eu aucun lien avec M6, ni avant, ni pendant, ni depuis. Ce qui est assez incroyable objectivement, c'est en écoutant la radio ce matin, à RTL pour être précis, que j'ai entendu que cet homme avait reconnu auprès d'M6 ne pas être prêtre. C'est absolument incroyable comme manque de rigueur et de professionnalisme, me semble-t-il. Une question peut-être d'Éric Tegner. Qu'est-ce que ça dit selon vous, le fait qu'on cherche comme cela une télévision sur un moment où il y a beaucoup de monde qui regarde, à tout simplement balancer cette idée contre le secret de la confession, comme si c'était aussi facile et comme si on pouvait en parler aussi légèrement ? L'actualité du sujet, tout le monde la connaît. C'est parce que la question a été débattue à l'Assemblée juste avant, l'avant-veille. Donc on voit bien pourquoi cet homme a décidé de revenir là-dessus. Mais moi, pour ma part, je n'irai pas sur ce terrain-là parce que ce serait entrer dans le jeu de cette personne, quelles que soient ses intentions. Il a voulu utiliser cette affaire sordide du pont de Ligonnès pour relancer une énième fois le débat sur le secret de la confession. Donc moi, je n'entrerai pas dans son jeu. Merci beaucoup, Monseigneur Bruno Valentin. Effectivement, certains voulaient mettre un terme au secret de la confession. Heureusement, ce n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Mais effectivement, il y a une concomitance troublante. Et la question d'Éric était très bonne. Est-ce que cet individu, qui n'est absolument pas prêtre, a voulu faire cela, ce petit happening, pour critiquer l'idée du secret de la confession ? Merci beaucoup, Monseigneur. On va avancer donc et on va revenir sur les émeutes et sur les intrusions dans les immeubles, dans un immeuble du 16e arrondissement. Je mets ça au pluriel parce que ça s'est passé aussi, vous le savez, lors de la finale de l'année dernière où le PSG avait également triomphé. Donc on vous a révélé les images, on peut les remontrer, je le dis à Benjamin. Sortie par Tony Pitaro hier, on voit cette meute entrer dans un immeuble à 50 en quelques secondes. Imaginez quand vous vivez dans cet immeuble, la crainte que vous pouvez avoir. Quand vous êtes une mère de famille, encore une fois, puisqu'on a rencontré Marine qui en est une et qui était avec ses 4 enfants à l'intérieur de son appartement, et quand vous entendez tambouriner
sur la porte. Donc avant d'entendre le témoignage de Marine, je vous propose de voir notre reportage où les habitants nous ont accueillis, la concierge nous a accueillis et nous a raconté tout ce qui s'est passé. Ils sont montés dans les étages. Régine Delfour, Olivier Campan, Félix Perolaz. Sur des images de vidéosurveillance, capturées le soir de la finale de la Ligue des Champions, des émeutiers s'introduisent illégalement dans un immeuble du 16e arrondissement. Depuis son balcon, Marine a assisté à la scène. Au même moment, elle raconte que le sol de son appartement tremblait. C'est quand même fou de se dire, voilà, on vit dans un quartier résidentiel, dans un pays civilisé, et ne pas savoir si un jour, lors d'un match, on va pas venir vous vider l'appartement, vous rouer de coups, vous séquestrer, vous jeter, vous tuer, j'en sais rien. Rapidement après leur intrusion, ils ont été rattrapés par les forces de l'ordre. Latifa est la gardienne de cet immeuble. Elle nous montre les dégâts encore visibles. Ils ont cassé tous les pots qu'ils étaient là. Ils ont vomi partout, il y a les traces, regarde. Même j'ai nettoyé les traces encore. Elle nous fait ensuite rentrer dans le bâtiment où des jeunes se sont réfugiés. Il faut monter, commencer à toquer comme ça, tout le monde est réveillé, tout le monde est levé, ils avaient peur, les gens, c'est normal. Mais alors, comment réagir pour se sentir plus en sécurité? Cet expert nous répond. C'est qu'il faut qu'il y ait, je dirais, une procédure de défense des occupants, de manière à savoir qui fait quoi. L'idéal, et c'est très simple, moi je le pratique avec mes équipes, c'est un WhatsApp, par exemple, des propriétaires, où on se signale tout. Sur la vidéosurveillance, 2 individus sont revenus quelques minutes plus tard pour tenter de voler des biens présents dans la cour de l'immeuble. Donc on n'en sait plus qu'hier. Hier, on vous montrait la vidéo, on n'avait pas encore le témoignage des habitants. Ils sont montés dans les étages, Jules Torres. Vous êtes une maman, vous êtes avec vos enfants et vous entendez tambouriner devant votre porte et il y a plusieurs émeutiers qui sont de l'autre côté de la porte, bah vous avez le droit d'avoir peur. Parce que la dernière protection, en fait, c'est la porte. Et un jour, ils vont défoncer la porte. Et un jour, ils seront dans votre salon. Et un jour, ils seront dans votre chambre à coucher. Non, mais vous avez le droit d'avoir peur de 7 à 77 ans et même bien au-delà. C'est-à-dire que quand vous êtes un citoyen français, vous avez une sorte de contrat, un contrat social que vous signez avec l'État qui doit assurer votre protection. Là, on voit bien dans ces images-là que l'État est incapable d'assurer la protection et voire même, il lui fait courir un grand danger parce que la posture défensive dont on a parlé du dispositif policier, évidemment, je n'incrimine ni les policiers ni les gendarmes, mais la doctrine du maintien de l'ordre qui a été décidée par la préfecture de police de Paris et du ministère de l'Intérieur. Bah, ça amène à ce genre d'intrusion, c'est-à-dire que quand on laisse des casseurs, des délinquants, des pillards prospérer dans une soirée qu'on interpelle, on les a beaucoup interpellés, mais on aurait pu les interpeller beaucoup plus, et quand il y a un échec de la dissuasion, eh bien ça amène à ce genre de choses qui auraient pu amener à des drames. Parce qu'encore une fois, là ça va, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de portes qui ont été pétées et personne n'a été agressé. Mais ça n'est pas toujours le cas et ça aurait pu virer au drame. Et c'est la crainte de Thibault Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il le dit depuis longtemps. Hein. Là, sa crainte, d'ailleurs c'était avant ces images, depuis il a réagi, il a dit bah voilà, j'avais des informations comme quoi ils étaient entrés dans des immeubles. Un jour, ils entreront dans les appartements. C'est qu'à force de penser que de ne pas intervenir à la hauteur de la gravité de ce qui se passe va permettre d'éviter des drames, on va arriver à un drame beaucoup plus grave, c'est que la prochaine fois ou la fois d'après, et en fait ça a déjà un peu commencé mais on n'en parle pas trop, les racailles vont rentrer dans les immeubles et quand vous aurez eu 5 femmes violées et leur mari tué, à ce moment-là, il y aura la gueule de bois généralisée et tout le monde va se demander comment est-ce qu'on est arrivé là. Et il sera trop tard. Et ce qui va arriver, c'est également des messages que j'ai reçus. Là, moi, je vous parle de témoignages directs. Alors, vous imaginez, quand c'est pas un témoignage direct, c'est que des gens vont s'organiser, organiser des milices en disant puisque l'État n'est pas capable de nous protéger, eh bien, on va s'organiser et on va s'armer. Donc de penser que la retenue face à des gens qui se conduisent de cette façon est susceptible d'apaiser les choses, c'est n'avoir pas compris qu'en réalité c'est perçu comme de la lâcheté et que ça ne fait qu'encourager la prédation. C'est un début. Voilà ce que dit Thibault de Montbrial. Oui, il a parfaitement raison. Et sur l'autodéfense, il voit très juste. Et d'ailleurs, l'État voit juste à ce sujet. Parce que la seule chose qu'a fait l'État ces 10 dernières années, c'est quoi? C'est d'aller saisir les vieilles armes que vous aviez peut-être de votre grand-père, etc. Ça, ils ont su faire. Désarmer les quartiers, désarmer les narcotrafics, ça jamais. En revanche, la petite arme de collection que vous avez chez vous, il y en a des centaines de milliers qu'ils ont réussi à récupérer. Parce qu'ils savent, ils anticipent le fait qu'un jour, eh bien, les Français vont devoir se défendre eux-mêmes. Et donc, leur seule motivation,
motivation, c'était de se dire que ce jour-là, eh ben, vous vous retrouvez sans armes et absolument démunis. Et c'est ça qui est sidérant, en effet. Et par contre, les inscriptions au club de tir ont explosé. Ah ben, donc il y a des gens qui sont chez eux avec leurs armes de club de tir. Et les arts martiaux. Et ça a explosé les inscriptions au club de tir. Parce qu'on a quand même une sorte de port d'armes encadré. On peut avoir une arme chez soi si on a le port d'armes, dans un boîtier, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être très largement recommandé. D'abord. Recommandé, je sais pas. Non, qui peut être recommandé, pas par moi, mais qui est recommandé parfois par certains responsables de sécurité, etc., qui vont dire, eu égard à votre situation, eh bien, ça peut être une bonne chose que vous ayez, dans le cadre de la loi, parce que c'est encadré par la loi, Gauthier, de vous inscrire à un club de tir. De vous inscrire à un club de tir et d'avoir une arme chez vous, dans un coffre-fort, avec toutes les règles qui sont respectées. Oui, Georges. D'ailleurs, le seul cas dans notre législation qui prévoit une présomption de légitime défense, c'est lorsqu'il y a une pénétration dans un domicile la nuit. Là, si vous ouvrez le feu, si vous avez une arme, vous êtes présumé en état de légitime. Non, mais c'est vous dire, c'est une protection. Moi, je suis. Maintenant, après, je suis sceptique. Hein. Il y a une autre mais non, mais elle existe dans la loi. Oui, non, mais je suis sceptique quand même. Hein. Et il y a une autre présomption, genre. Ah bah c'est-à-dire que si un homme rentre chez vous, qu'il est avec une batte de baseball et que quelqu'un qui est chez lui qui a une arme abat cet homme avec une batte de baseball, je pense que la personne qui l'abat alors que le monsieur avait une batte de baseball et n'était pas armé d'une arme, et ben je pense que le propriétaire armé d'une arme à feu termine en prison. Surtout que c'est pas une présomption absolue. Surtout, je vous l'accorde. Si quelqu'un rentre dans votre jardin, ça n'est pas pris en compte comme une intrusion. Non, parce qu'on peut considérer que cette personne-là s'est égarée. Pierre Marissev. Mais il y a une autre présomption, mais Georges, je comprends, vous n'en parliez pas. Elle a été complètement oubliée parce qu'elle a été prévue par la Révolution française. C'est une présomption pour lutter contre les pillages. Oui. Ça date de la Révolution française. À l'époque, il y avait des bandes qui se promenaient en province, dans les campagnes, vous savez, qui avaient la réputation de brûler les pieds des chauffeurs. Voilà, les chauffeurs qui brûlaient les pieds de leurs victimes. Ça date de la Révolution française. Ça n'est plus appliqué depuis 2 siècles. Mais là, est-ce que ça ne trouverait pas à s'appliquer là en l'occurrence ? Oui, c'est le retour des pillages. C'est tout à fait possible. Alors écoutez, donc, on est dans un retour en arrière. Écoutez Marine, qui explique très bien qu'ils sont entrés dans les immeubles et qu'ils ont tambouriné sur les portes. On se dit qu'on est très peu de choses. Moi, personnellement, j'ai 4 enfants. J'ai des petits aussi. Il y a d'autres enfants dans l'immeuble, des personnes âgées. Et on se dit qu'en fait, on ne peut rien faire, qu'on est complètement impuissant, que ce qui se passe dehors, et l'espace de 10 secondes, ça se passe dedans. Et que, effectivement, ils arrivent, ils montent dans les étages, les gens crient, personne ne sait ce qui va se passer parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent casser, ils veulent attaquer. Mais vous vous êtes dit, ils vont fracturer la porte de mon appartement, ils vont rentrer chez moi ? Alors, nous, on est dans le bâtiment qui est juste avant, donc eux, ils sont rentrés dans le bâtiment juste derrière. Mais oui, évidemment, tous ceux qui étaient là, ils frappent aux portes, donc les gens ne savent pas, voilà. Ils ont frappé aux portes. Et ils disent des choses, ils menacent, il y a des choses qui vous ont été rapportées, que vous avez entendues ? Des hurlements. En fait, même eux ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas où ils vont, ils veulent juste... Et voilà, ils veulent échapper à la police, ils veulent en découdre, ils veulent casser. Donc, en fait, personne ne peut rien faire. Et c'est vraiment là la question, c'est de se dire, on est chez nous, c'est un samedi soir de fête, tout le monde est censé être content, etc. Et en fait, personne n'en a rien à faire, ni du foot, ni de quoi que ce soit. Il est 2h30 du matin. La seule chose dont il est question, c'est de casser, c'est d'embêter les forces de l'ordre et c'est d'embraser encore plus une atmosphère qui est déjà bouillante, en fait. C'est troublant parce que Jordan Bardella et Hélène Roy disaient lundi matin, je dis aux Français, réveillez-vous parce que dans quelques temps, ils casseront la porte des immeubles et ils entreront dans vos appartements. Oui, bien sûr, la prophétie réalisatrice de Jordan Bardella est extrêmement frappante. On voit la logique de conquête, une logique de contrôle, de possession de la ville, précisément de ces émeutiers et des casseurs. Moi, ce qui me frappe le plus aussi, vous évoquiez la Révolution française. Alors, à l'époque, il y avait au moins, si vous voulez, dans toute cette violence, il y avait au moins le concept de revendication. C'est-à-dire, il y avait des revendications politiques, il y avait des revendications sociales. C'est ce qui permettait, d'une certaine manière, de justifier la violence, même si elle ne l'était pas forcément. Là, aujourd'hui, il n'y a aucune revendication politique et sociale. On est dans le nihilisme pur, on est dans de la brutalité pure, on est dans de la violence gratuite. J'ai également écouté sur vos antennes le témoignage de Nicolas qui a été agressé parce qu'il n'a pas voulu justement donner sa cigarette. Il a été agressé très violemment. C'est Amaury Bucco qui a sorti ça ce matin, je suis dans la matinale de Romain Desarts. Absolument. Et effectivement, massacré. Il est massacré. Et surtout, ce qui était extrêmement effrayant dans ce genre de soirée qui ressemble plus au film La Purge qu'à autre chose, c'est qu'en fait, il dit j'aurais pu appeler les policiers. En fait, ils ne m'ont pas répondu. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, sur les 8000 policiers à Paris, il y avait personne ne lui a répondu. Donc en fait, si les riverains ne l'avaient pas aidé, il aurait été laissé pour mort. Et en fait, on se rend compte à quel point on est vulnérable dans ce genre de situation. Raison aussi pour laquelle il y en a certains qui partent, qui quittent leur logement, c'est véritablement l'exode. Et ça, dans un contexte où déjà, c'est pas comme s'il n'y avait pas des cambriolages toutes les semaines ou des homejacking.
C'est-à-dire que moi, pour habiter non loin également du Parc des Princes, juste la veille des émeutes, donc ça n'a rien à voir, eh bien l'immeuble et toute la rue des immeubles ont dû changer leur code parce qu'on a signalé des faux policiers qui rentraient et pénétraient dans les immeubles. Et donc, évidemment, on se retrouve avec des populations qui vivent dans le 16e arrondissement qui sont terrorisées parce que ils vont laisser rentrer des policiers, y compris chez eux, et ils vont se retrouver là-dessus dans une situation terrible. Alors justement, comment protéger son immeuble ? Vous voyez le sujet et les bons plans de Coralie. On en est là, hein, on en est là. Coralie, non, mais on en est là. Coralie Auberti, Charles Baget, Valentin Rouillon. Au lendemain des émeutes, le téléphone de cette serrurerie n'a pas arrêté de sonner. Antoine est intervenu bien plus que d'habitude. On a dû changer pas mal de vitrines en urgence, quoi. Il y a eu aussi pas mal de tentatives d'effraction et de cambriolage, hein, donc on a intervenu. Alors quelle est la solution pour protéger son habitat ? Dans cette entreprise que nous avions visitée il y a quelques jours, on fabrique en moyenne 70 portes blindées par jour. Depuis les violences urbaines de ce week-end, Fabio Valente a vu ses ventes augmenter de près de 60%. On a eu, face à cette situation, un nombre d'appels un peu plus important. Et nous, notre cœur de métier, c'est de fabriquer des blocs portes blindés entre 24 et 48 heures. Donc on peut intervenir très rapidement et nous sommes intervenus très rapidement. Contacté, un syndicat de copropriété qui a dû gérer des cas d'effraction estime que les portes blindées ne sont pas forcément la solution. C'est à double tranchant parce que quand on a des portes qui sont trop blindées, ça attire aussi les cambrioleurs. Quand vous avez une porte blindée dans une cave, en général, c'est celle-là qui est visitée, pas celle avec un petit cadenas facile à ouvrir. Ce week-end, des dizaines de boutiques, vitrines et halls d'immeubles ont été saccagés. On est là maintenant, Pierre Marissef. Chacun se demande comment mieux protéger son immeuble. Chacun a pris conscience que personne n'est à l'abri. À La Baule, à Deauville, dans le 16e arrondissement, personne n'est à l'abri, y compris dans son lit. Mais écoutez, ça fait 40 ans que nos élus ont cru qu'il était possible de continuer à vivre dans l'insouciance alors que couvaient depuis 40 ans les problèmes liés à la sécurité, à la délinquance, à l'immigration incontrôlée. Donc on pensait que ça serait sans conséquence. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans les quartiers, dans les cités où habitaient ces habitants-là, l'essentiel des voyous, qui sont une minorité au sein de leur cité, mais tout de même, les narcotrafiquants ont pris le pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent dans les centres-villes. C'est ce qui s'est passé pendant les émeutes de Noël, c'est ce qui s'est passé pendant les émeutes du PSG l'année dernière, c'est ce qui s'est passé pendant les émeutes du PSG ce week-end. Donc, on a cru qu'on pourrait vivre sans souci et mettre le bouchon sur le couvercle sur cette marmite qui explosait. Et ben non, on se rend compte qu'au final, on va tous subir les conséquences des problèmes qu'on n'a pas voulu voir et pas voulu régler. Oui, voilà. Exactement, c'est le début. En fait, c'est le début de la gueule de bois. C'est la Baule, c'est la rixe géante à la Baule. Tout le monde pensait, évidemment, les habitants de la Baule pensaient que jamais ils n'assisteraient à une rixe géante à la Baule. Et ce qui est terrible, c'est que c'est le retour Deauville, du réel pour les bourgeois. C'est Deauville. Ouais. Alors c'est ça. Ça c'est intéressant. En fait, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui ont fait un vote modéré parfois au premier ou au second tour et qui se pensaient préserver effectivement la classe plus bourgeoise. C'est un rattrapage par la réalité, par le réel en fait. Oui, c'est normal. Évidemment, étant donné qu'on a réparti l'hyperviolence dans notre société, pour l'instant, il y avait des endroits qui étaient dispensés de tout cela, qui étaient des endroits paisibles, les zones périurbaines, les stations balnéaires, les beaux quartiers des grandes villes. Bien, tout cela est terminé puisque les délinquants et les racailles aujourd'hui, ils sont partout. Donc oui, on les retrouve à Deauville, on les retrouve à La Baule, on les retrouve dans le 16e dans le 16e arrondissement. Bien sûr, pas à Deauville, elles vivent pas à La Baule. Bien sûr qu'ils se déplacent. Ils vivront peut-être à Deauville et à La Baule dans les prochaines années, puisque maintenant, en effet, avec la politique de logement social, ça peut arriver. Avec le train de moins en moins cher, ça peut arriver. Avec toutes les aides qui sont possibles et imaginables, ça peut arriver. Donc évidemment que le bloc bourgeois, comme on l'appelle, est rattrapé par le réel. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont changer leur vote ou est-ce qu'ils vont continuer à voter pour des gens qui, visiblement, ne mettent pas la sécurité dans leur ordre de priorité. Ils font partie précisément des personnes qui justement essayent d'euphémiser, qui essayent d'atténuer. On le voit aussi par nos propres dirigeants politiques qui essayent de justement faire en sorte qu'on ne voit pas ces images-là, qu'on ne montre pas le réel. Donc ils euphémisent tout ça. Et en même temps, ils font partie des premiers qui disent à leurs enfants un soir de match de PSG, ne sors pas. C'est-à-dire fais attention à toi. Donc en fait, c'est assez hallucinant de voir qu'ils ne s'appliquent pas ces propres règles-là. Et d'un autre côté, ils ont véritablement des œillères et ils font exprès. En tout cas, c'est-à-dire ils feignent de ne pas voir en tout cas la réalité et surtout ils ne la nomment absolument pas.
Et puis la réalité, c'est aussi la réalité judiciaire, ou plutôt l'absence de réponse judiciaire. Tanguy Hamon, je l'ai dit, vous avez passé les 2 derniers jours au tribunal. Vous avez passé plus de temps au tribunal que les émeutiers qui, à peine arrivés, repartaient libres. Vous êtes resté donc plus longtemps. Et il y en a 0 en prison. 0 en prison. Donc on va en parler dans un instant. Par contre, il y a un policier qui est déjà, lui, en détention provisoire. Alors, il a fait absolument n'importe quoi. Oui, on va pas l'excuser. Il était hors service, il a sorti son arme, il était ivre. Alcoolisé. Mais je note, quand un policier fait n'importe quoi, il est en prison. Quand un émeutier fait n'importe quoi, il est libre. On va en parler dans un instant. Il est même pas midi, il est 11h59, on est en avance, Eric Tegner. Il est presque midi sur CNews. On va évidemment revenir avec vous, Tanguy Hamon, sur la justice, qui est toujours... qui est jamais décevante en fait, parce que vu qu'on s'attend à rien, on n'est pas déçu, mais en fait on est quand même déçu, parce que 0 émeutier derrière les barreaux après les comparutions immédiates auxquelles vous avez assisté. On va en parler dans un instant. Par contre, il y a un policier qui lui est derrière les barreaux. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il était alcoolisé, il a sorti son arme, il n'avait pas d'insigne de police, il a fait donc n'importe quoi. Mais quand un policier fait n'importe quoi, tout de suite casse prison. On trouve de la place cette fois-ci. Exactement, il n'y a pas de problème. Par contre, quand un émeutier fait n'importe quoi, là il n'y a pas de casse prison. On en parle juste après le journal de Somaya Labidi, à midi pile. Et on commence ce journal par les images de la cérémonie d'hommage à Edgar Morin dans la cour du Dôme des Invalides à Paris. Cérémonie qui s'est terminée il y a quelques minutes et en présence d'Emmanuel Macron qui a salué le parcours du philosophe et sociologue mort vendredi à l'âge de 104 ans. Edgar Morin aimait la vie. Il l'aimait et fut tout au long de la sienne cet homme des Renaissances. Esprit de la Renaissance aussi, mu par une ambition intellectuelle digne des siècles de l'humanisme, homme de toutes les renaissances, esprit de la grande Renaissance. Et la pensée complexe qu'il établit et qu'il enseigna fut au fond avant tout cette pensée de la vie. C'est l'autre information de ce mercredi, 5 jours que Liana n'a plus donné signe de vie. Les recherches se poursuivent. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le principal suspect, le père de sa meilleure amie, lui garde le silence. Une disparition qui a provoqué l'émoi et la stupeur à Florence, cette petite commune située dans le Gers. Je suis catastrophé. Vous vous rendez compte? Une jeune fille qui a 10 ans et qui disparaît, c'est super criminel. Excusez-moi. Ça peut très bien arriver à mes enfants aussi. Enfin là, je ne sais pas comment je réagirais, mais mal, c'est sûr. Mais bon, voilà. Tout le monde est réticent de laisser les enfants dans la rue comme on le faisait. Tant qu'on n'a pas retrouvé cette petite, qui j'espère sera toujours en vie, c'est catastrophique pour les parents. À la une de l'actualité internationale, un conseiller du Guide suprême promet, je cite, un déluge de missiles et de drones en cas de nouvelle agression des États-Unis. Déclaration après des attaques américaines contre un pétrolier iranien et l'île de Kem qui ont fait l'objet de frappes de représailles sur le Koweït, mais aussi Bahreïn. Et puis on termine avec ces images qu'on ne voit que dans les films d'habitude. Un ours a poursuivi et attaqué un employé devant une usine de Fukushima au Japon et on a blessé 4 autres. Les écoles sont fermées en attendant la capture de l'animal qui est, selon les autorités, toujours sur place. L'an dernier, 13 personnes ont été tuées par des ours dans le pays, des incidents en augmentation avec des animaux qui sortent affamés de leur hibernation. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à midi, Gauthier. Merci beaucoup de Somaya pour le journal donc de midi. On vous retrouve évidemment à midi et demi pour le journal de midi et demi. Alors on va faire donc le point sur, on n'est jamais déçu, donc je l'ai dit par la justice, puisque on va faire le point sur les comparutions immédiates. 0 casse-prison, Tanguy Hamon, pour les émeutiers. Il n'y en a pas un qui dort en prison. Pas un. Exactement, que ce soit avant-hier ou que ce soit hier. Aucun des individus n'est en prison. On a eu beaucoup d'heures de travail d'intérêt général. On a eu beaucoup de peines de prison avec sursis. On a aussi quelques mois de prison ferme, mais qui étaient aménageables. Je vais vous donner quelques exemples. Et pourtant, on avait des dossiers assez conséquents. Maher S, un homme de 34 ans, qui lui est allé directement au contact des policiers. Il s'est saisi d'un bâton, il les a attaqués et leur a donné coup de bâton, coup de poing, coup de pied. Il les a insultés, il les a mordus, il leur a craché dessus. Cet homme était un multirécidiviste, déjà condamné notamment pour des faits de vol avec violence. On lui a donné seulement 12 mois de prison, 6 mois ferme, 6 mois avec sursis. Pour les 6 mois fermes, il peut les aménager. Restons sur ce Maher. Donc il a tapé les policiers coup de bâton. Coup de bâton, coup de poing, coup de pied, morsure, insulte, crachat. Et il est libre.
Et il est libre. Et c'est un multirécidiviste, il a été multicondamné. Et c'est un individu, d'ailleurs, dans la salle du tribunal, qui disait que vraiment son but était de s'attaquer directement aux policiers. Donc, vous vous rendez compte, les gens qui nous écoutent, mais là, ils sont comme moi, ils sont hallucinés. Coup de bâton, crachat, morsure sur des policiers, libres. Libre. Vous avez d'autres exemples pour nous remonter le moral, Tanguy Hamon ? J'en ai encore, oui. On a Anissé. Anissé, c'est un Tunisien. Lui, il a pillé un magasin. Il a volé 70 bouteilles d'alcool pour ensuite les revendre. Lui aussi, c'est un récidiviste puisqu'il avait déjà été condamné à la fin de l'année 2025, il y a quelques mois à peine, pour trafic de stupéfiants. Lui, on lui a donné seulement 6 mois de sursis probatoire. Voilà, il est sorti libre sans aucun problème. Il peut reprendre ses petits trafics s'il en a envie aujourd'hui. Il y a Jules Torres qui disait c'est une blague. Non mais c'est vrai, on a l'impression que c'est un sketch. Hein. C'est pas une blague. C'est grotesque. Grotesque, excusez-moi. Allez nous dire qu'il n'y a pas de laxisme judiciaire en regardant les faits et la condamnation ensuite. Enfin, c'est quand même absolument lunaire. D'autres exemples pour nous remonter le moral, Tanguy Hamon ? Un exemple est notamment qu'on peut mettre en parallèle avec ce qu'on a vu il y a quelques instants sur les envahissements d'immeubles. Là, 2 individus, Mohamed K et Boumedienne B, des individus qui n'étaient pas du tout de la région parisienne. Ils sont venus exprès à Paris, tentative de vol par effraction. Ils sont entrés dans un immeuble. Sur leur téléphone, on a retrouvé des vidéos de vol par effraction. Je vous l'ai dit, ils viennent de Villefranche-sur-Saône. Ils sont venus en voiture avec marteau, pied de biche. Ils étaient cagoulés et gantés. On a vu sur leur téléphone portable qu'ils avaient demandé à ChatGPT où sont les quartiers riches à Paris et comment est-ce qu'on fait pour démonter une porte et un barillet. Le vol pour les et là, on avait recueilli 18 mois d'emprisonnement. Ils ont reçu 18 mois avec sursis simple. Et par contre, ils ont interdiction de paraître en Ile-de-France. Ah, ça va alors. Je veux dire, il y a tout le plateau qui réagit à ce que vous dites. Je vois Jules Laurent qui s'écroule, je vois Éric Tegner qui s'écroule. C'est hallucinant. À une époque, Gauthier, c'était compliqué parfois de se dire on veut le mettre en prison, mais on n'a pas les preuves. Maintenant, ils viennent carrément avec les preuves. C'est-à-dire qu'ils prennent des vidéos de leur vol, ils gardent bien la vidéo, etc. On a tout ça et ils finissent pas en prison. C'est-à-dire que moi je comprends pas. Là-dessus, pour le coup, je suis pas du genre à demander à ce que le ministre de la Justice s'explique, mais moi j'aimerais bien que Gérald Darmanin aille dans une prison, monte des prisons vides et dit il y a de la place en fait. À un moment, c'est pas normal effectivement que ces individus-là, eh bien, alors que c'est complètement voulu, c'est comme l'homme aux 70 bouteilles. C'est pas juste le jeune qui voulait se désaltérer, qui a piqué 2 ou 3 bouteilles. Pour en prendre 70, il faut quand même y aller. C'est-à-dire qu'il y a une organisation. Et ça veut dire que ces gens-là vont continuer. Un dernier exemple ? Continuer, il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent. Oui, que je vais regrouper en plusieurs. Jérémy F, Aboubaker, Hugues, des individus jugés pour des violences sur des policiers. Alors, il y en a un qui a reçu 4 mois de prison avec sursis. Pour les 2 autres, c'est 105 heures de travail d'intérêt général. Voilà, donc Georges Fenech, Mohamed K, il dort dans son lit, Boumedienne B, il dort dans son lit, Maher S, il dort dans son lit, Anis C, il dort dans son lit, Hugues B, il dort dans son lit. Franchement, vous avez vu ce que Tanguy Hamon était excellent. D'ailleurs, les suites des exemples, c'est édifiant pour la justice. Édifiant. Permettez-moi de vous rappeler ce que vous connaissez, Pierre-Marie, la fameuse harangue d'Oswald Bodo qui remonte à 1973. S'adressant à des jeunes magistrats qui allaient prendre leurs fonctions. Soyez les défenseurs naturels du voleur contre la police. On pourrait ajouter ici du casseur contre la police, voyez-vous. Donc tout cela, il n'y a rien d'étonnant. Ça fait plus de 40 ans que ça dure. C'est-à-dire laxisme. Pourquoi ? Parce que prisme idéologique, ce sont des jeunes déshérités qui ont des créances de nos péchés coloniaux en plus. Vous voyez, donc pourquoi voulez-vous les condamner ? Là, maintenant, redevenons sérieux une seconde. Moi, je pense que d'abord, c'est un énorme camouflet pour le président de la République qui, je vous le rappelle, avant-hier disait fermeté, plus jamais ça, on ne les lâchera pas, vous allez voir, etc. Exactement. Camouflet. Quel affront pour le chef de l'État. Et puis, on est légitimement en droit d'attendre que Mme Laure Bécu, au procureur de Paris, qui n'a pas été suivie dans ses réquisitions, fasse appel de toutes ces décisions et qu'on renvoie toutes ces affaires devant la cour d'appel. Il faut préciser que le parquet, donc les procureurs, eux, demandaient quand même régulièrement de la prison ferme avec des mandats dépôt. C'est vraiment la justice et les juges, les magistrats du siège qui, eux, ont estimé que non, c'était pas du tout intéressant. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire de Tony Curtis, ce magistrat qui était président des comparutions immédiates à Paris et qui a été déplacé sans aucune raison valable. La seule raison pour laquelle il a été déplacé, c'est parce qu'il était trop sévère. Et il a donc eu une cabale de libération, des avocats, donc du barreau, de Maître Eolas, qui ont, en dehors de toute raison, de tout motif, de toute procédure, ont réussi à faire déplacer un juge qui était
un peu trop sévères. Donc, il ne faut pas s'étonner. Les juges qui restent, ils n'ont pas intérêt à être sévères parce que sinon, ils vont se prendre toute la gauche judiciaire et toute la gauche médiatique qui va leur tomber dessus. Par contre, il y a un policier qui est donc en prison à l'heure où on se parle après les émeutes Tanguy Hamon. Alors, comme on dit, on ne va pas du tout l'excuser puisqu'il était ivre, hors service, il a sorti son arme et il a braqué des individus. Lui, par contre, a reçu 14 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Donc, lui est sorti du tribunal avec les menottes et est parti en prison. Voilà, donc ce que je note, évidemment, il a fait n'importe quoi, il était ivre, sans un signe, il a sorti son arme. Mais ce que je note, c'est quand un policier fait n'importe quoi, il est en prison. Mais tout de suite, combien il a pris ? Il a pris 14 mois ferme. 14 mois ferme. Avec mandat de dépôt, c'est-à-dire 14 mois ferme. Est-ce qu'il a agressé physiquement des personnes? Non, il n'y a eu aucune agression, il y a eu juste il a braqué en fait 2 individus à un feu rouge avec son arme. Voilà, donc lui, il prend 14 mois ferme et il dort tout de suite en prison, le policier. Et par contre, tous les profils hallucinants de multirécidivistes que vous nous avez dressés, dont un qui mord des policiers, qui leur donne des coups de bâton, qui leur crache dessus, lui, il dort pas en prison. Il dort pas en prison, il a juste un rendez-vous d'ici quelques jours, semaines avec un juge pour savoir comment on va aménager sa peine. Bracelet électronique, vraisemblablement. C'est extrêmement clair. Non mais on est chez les fous. Hein. Le policier, lui, il est en tôle. Hein. Le message est extrêmement clair. L'État a été attaqué samedi soir. Et plutôt que de condamner ceux qui l'ont attaqué, il condamne l'un des leurs. Alors certes, moi je ne veux pas défendre ce monsieur parce que la gravité des faits, visiblement, est absolument gravissime. Mais la seule personne qui dort en prison, qui a eu un mandat de dépôt après les scènes de chaos de samedi soir et dans la nuit de samedi soir à dimanche, c'est un policier. Un policier qui, en effet, n'a pas atteint l'intégrité physique de personne. Je vous rappelle quand même que là, on est en train de vivre une séquence qui est exceptionnelle. Moi, j'ai regardé une autre chaîne d'information ce matin. D'abord, les Français, ils sont obligés de subir le saccage de leur capitale et des alentours. Ils voient ensuite que tout le monde ressort libre, sauf ce policier. Et ensuite, ils voient le fameux Hugues dont on parlait tout à l'heure, qui a été détenu, qui a été arrêté, en train de s'en prendre à des policiers qui détenaient des mortiers d'artifice. Il est invité sur les autres chaînes d'information en continu pour dire « Oh, mais je suis pour rien. Oh, les méchants policiers. Oh, les méchants policiers m'ont agressé. Oh, la justice m'a condamné à 4 mois de prison avec sursis. » Alors qu'il avait des mortiers d'artifice et qu'il voulait s'en prendre à des policiers. Mais la seule personne qui dort en prison, c'est un policier. Et vu ce que les policiers, bon lui en l'occurrence il était hors service, mais vu ce qu'on demande aux policiers dans notre société, faut pas s'étonner qu'il y ait des policiers qui réagissent comme ce monsieur. Et pour expliciter un peu plus ce qu'a dit Jules Torres, c'est-à-dire qu'ils sont aussi allés nous chercher le Hugues, c'est-à-dire le profil type du Kevin et Matteo, et en effet pour donner l'impression finalement que ça représente 100% des émeutiers, c'est-à-dire que les professionnels qui vont expliquer qu'on fait l'amalgame parce qu'on va donner les prénoms et notamment parfois les nationalités des individus qui majoritairement avaient un lien avec l'immigration, ils nous expliquent qu'on fait un amalgame. En revanche, eux, ils vont nous chercher chez le seul Hugues et le seul Matteo, et ils vont nous expliquer que tout ça, ça dure. Moi, j'ai vu les mêmes images. Comme dans la ils ont trouvé le profil type du joueur de rugby pour essayer de faire comprendre qu'en gros, c'était pas si grave samedi soir. Mais c'était se mettre dans la tête de là, ces policiers qui ont vécu l'enfer, vraiment la guerre, c'est les retours de terrain. Eux, ils ont vécu une guerre directement sur Paris. Que eux, ils vont devoir y retourner pendant la Coupe du Monde qui se profile et qui arrive dans moins de 10 jours. Que ces policiers qui ont été frappés, mordus, battus, en fait, ce policier-là, il existe. Il va retourner sur le terrain. Là, il va devoir être redéployé sur Paris. Comment, au fond, ceux qui vont gérer les unités vont leur dire ne pétez pas un plomb. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être frappé et il y aura personne. Ils vont pas être condamnés en face. Et qu'est-ce que c'est la perspective pour ces policiers ? C'est la démission à force. C'est-à-dire qu'en fait, ils en peuvent plus. Ceux qui sont usés sur le terrain depuis Naël, des Jeux Olympiques jusqu'à des émeutes qu'on ne considère même pas dans le champ de l'espace médiatique. Il y a le lendemain de la soirée qui a viré à l'émeute, vous avez la majorité des médias qui disaient ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'émeute. On demande à des policiers hors service de faire leur travail. Exactement. On va jamais demander à des magistrats de faire leur travail en dehors de leurs horaires. Écoutez donc les Français qui trouvent cette justice vraiment trop laxiste. C'est inadmissible qu'on soit complètement annihilé quand il y a des choses comme le PLG, le foot, c'est un massacre. Il faut du ferme selon vous ? Absolument. Moi je dis pas de sursis. Non. Direct. Il devrait y avoir des tribunaux comme on faisait dans le temps, exceptionnels. On chope les gens, direct la tôle. Les gens sont tout, ils se permettent tout et n'importe quoi, et on accepte ce tout et n'importe quoi depuis des années. Il faut qu'on soit un peu plus ferme quand même. En France, je trouve, généralement,
peu trop laxiste pour certaines choses. Quand on abîme du matériel qui est un bien commun acheté par les impôts des Français qui travaillent, il est évident qu'il faut une sanction. Que quand on porte atteinte à quelqu'un qui porte un uniforme, que ce soit un avocat, un représentant de l'éducation nationale, un policier, un militaire, un gendarme, il est évident que l'on doit respecter, ce sont les valeurs de la République. Si on veut bien vivre ensemble dans une belle démocratie, eh bien il faut que chacun respecte les uns et les autres, et encore plus ceux qui portent l'uniforme, parce qu'en fait ils sont mandatés pour exercer leur métier. Le but, c'est vraiment d'anticiper pour que quand il y a sanction, elle puisse être appliquée tout de suite et pas un traitement qui aura lieu dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Erreur tout de suite, sanction aussitôt. Et il faut qu'ils comprennent que quand il y a une faute, la réponse doit être immédiate. Ça, c'est le plus important pour moi. Donc, Guillamon, j'imagine que vous entendez beaucoup de policiers qui n'en peuvent plus. Ils se font massacrer, comme vous nous l'avez dit, notamment par ce Maher S qui leur donne des coups de bâton, qui leur crache dessus, qu'il est mort et il ne dort pas en prison. Par contre, quand il y a un policier, effectivement, hors service, qui, encore une fois, était bourré, donc était ivre, donc il n'avait vraiment pas du tout les capacités pour sortir son arme, etc. Lui, il prend 14 mois ferme et il dort tout de suite en prison et il repart avec les menottes à l'audience, alors que tous les profils que vous nous avez dressés, eux, ils repartent chez eux. Mais comment expliquer un tel 2 poids 2 mesures ? Il y a un peu d'égo. Alors, on a parlé avec des policiers. Ce qu'a fait ce policier en question, ils n'en sont pas du tout fiers. Ça, que ce soit bien clair pour tout le monde. Par contre, c'est vrai qu'on a échangé avec un policier hier qui disait que lui, il refusait maintenant d'être sur le terrain. Il en avait tellement marre de tout ce qui lui arrivait et du fait qu'il n'avait aucune réponse à apporter à ses délinquants. Et donc, il préférait sécuriser le tribunal car c'était beaucoup plus simple pour lui et que ça évitait aussi, par exemple, une bavure. Puisque quand on vous attaque, ils ne sont pas punis. Par contre, si le policier se défend peut-être un peu trop durement, là, on sait que la justice va taper fort. Ah, même pas durement. Même pas durement. S'il se défend, il a tous les risques de se retrouver en garde à vue au minimum, voire en détention provisoire, voire lâché par le président de la République, voire lynché par la France insoumise, voire jugé pour meurtre. En fait, autant les désarmer, quoi. Autant leur enlever les matraques. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des policiers utiliser une matraque, on est choqué. Alors qu'à un moment, les policiers, pour le maintien de l'ordre, on leur donne un bouclier et une matraque et c'est fait pour être utilisé pour remettre de l'ordre. Moi, je pense que dans ce pays, la majorité des Français retrouveraient de la confiance dans le gouvernement s'ils avaient des scènes le samedi soir et le dimanche suivant les émeutes où ils voient l'usage de ces matraques parce que d'une certaine façon, ces milliers d'émeutiers, il faut les calmer. Et c'est important dans le cadre de la loi parce que c'est l'autorité et la violence légitime qui est permise aux policiers. Et par contre, elle a été utilisée, on l'a vu, la matraque sur les images pour chasser ces émeutiers de l'immeuble du 16e arrondissement. Comment on explique, Pierre Marissev, un tel 2 poids 2 mesures ? Il y a un policier, encore une fois, qui évidemment fait n'importe quoi, sort son arme alors qu'il est ivre, hors service, avec aucun insigne de police. 14 mois de prison ferme, les menottes, le mandat de dépôt. Les émeutiers qui s'en prennent aux policiers, qui leur crachent dessus, des coups de bâton, des morsures, eux, ils rentrent chez eux. C'est quand même hallucinant. Moi, je constate que la France est à l'envers. Et je pense pas être le seul à le constater. D'ailleurs, le Vox Pop qu'on a vu, les interviews dans la rue, le prouve bien, que les gens ont bien compris comment doit fonctionner une justice normale. Mais malheureusement, tout le monde fait le constat qu'elle ne fonctionne pas normalement. Alors d'où est-ce que ça vient ? Moi, je pense qu'effectivement, les pressions de l'extrême gauche qui est délétère dans notre pays, qui veut détruire notre pays. Moi, je ne vois pas d'autre chose que ça. Ils veulent détruire ce que c'est que la France. Ils vouent une haine au concept de France et à ses habitants, aux Français. Et donc, ça participe à retourner les valeurs. Parce qu'effectivement, quand vous avez un policier qui va se tromper, qui va déborder un peu du cadre dans une manifestation en se défendant un petit peu trop, il est sûr de se prendre une sanction médiatique par cette extrême gauche qui est d'une toute puissance dans l'espace médiatique. Donc voilà, on est dans un pays retourné, nos valeurs sont retournées, notre France est à l'envers, et nous, tout ce qu'on demande, c'est humblement, c'est de la remettre à l'endroit, c'est que les mauvais soient punis, c'est que les bons soient récompensés. C'est pas plus compliqué que ça, ce que la plupart des Français demandent. Mais malheureusement, ça fait 40 ans qu'on le demande et on ne l'a pas. La priorité en matière de répression, aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, ça n'est pas ces infractions-là. Ce qui trouble l'ordre public, c'est les infractions économiques. Alors là, dès lors que vous avez une infraction économique et financière, vous pouvez être sûr que le bras de la justice va s'abattre avec la plus grande fermeté et que les places de prison, vous en trouverez. Donc ce ne sont pas ces violences urbaines qui troublent l'ordre public aux yeux d'une magistrature, d'une frange, c'est la délinquance économique et financière.
on a véritablement inversé, si vous voulez. On s'attaque à quoi, en fait? Je veux dire, on s'attaque au capitalisme, de la manière que l'extrême gauche s'attaque au capitalisme. Donc c'est ça la priorité, il faut bien le comprendre. Et ça, c'est la victoire de Baudot. Parce que dans la harangue de Baudot... C'est ce que disait Goldnadel aussi sur ce Absolument. plateau. Alors, il y a aussi une solution, c'est taper au portefeuille. Tu casses, tu payes. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Gabriel Attal qu'il n'a jamais mis en œuvre. Tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Voilà. Tout ça, c'est dissous en même temps que le Parlement. Qui a payé les émeutes après Noël? Qui? Les Français. C'était les et c'est la taxe sur les assurances. Hein. Oui. C'est nous tous qui payons. C'est les téléspectateurs qui payent pour les émeutiers. Donc, vous voyez par exemple une brasserie qui a été attaquée ce week-end, qui va rembourser le restaurateur. C'est lui qui va devoir payer. C'est son assurance qui va devoir payer. Et puis quand le mobilier urbain est cassé, c'est nous tous qui allons devoir casquer pour ces émeutiers. Hein. C'était la phrase de Laure Lavalette hier. Les émeutiers cassent, les Français casquent. Un groupe d'une petite dizaine de personnes qui a cassé toute la façade de ce côté-là, qui s'est introduit dans l'établissement, qui nous a volé de l'argent, de l'alcool, des cigarettes, qui ont été visiter les lieux, qui nous ont pété toute la façade, des chaises, du mobilier. Pour le moment, on attend les devis des réparations des vitres. Je pense que ça va se chiffrer en dizaines de milliers d'euros, donc on attend les retours pour l'instant. On est arrivé après coup, donc c'est pas de la peur, c'est de l'épuisement, que ce soit toujours dans le même sens, de rien pouvoir faire et de se demander si ça va être la même histoire pendant toute la Coupe du Monde ou pour tous les prochains événements sportifs qui risquent d'arriver. Vous en savez plus sur les individus qui sont venus ? Au vu des caméras, je miserais sur des mineurs. Ils sont pas masqués, ils ont l'air de pas avoir peur des conséquences de ce qui va arriver. Je crains tous les événements qui risquent de déborder avec des individus qui ne viennent même pas fêter les événements en question, mais qui viennent profiter du chaos pour détruire les commerçants, pour détruire la vie citadine sans conséquence, sans qu'il y ait aucune conséquence de leurs actes. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils viennent voler de l'argent, ils saccagent un commerce, etc. Et personne ne paye, enfin les émeutiers ne payent pas, personne ne paye, c'est les Français qui paieront. Oui. Mais vous savez qu'il existe ce qu'on appelle une CIVI, c'est une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Maintenant, on y va directement, c'est-à-dire que l'auteur, évidemment, soit ne paye pas, soit est insolvable, enfin il ne paiera pas. Et donc, que fait la victime d'une infraction? Elle va devant la CIVI demander une réparation du préjudice. Qui alimente le budget de la CIVI? La justice. Qui alimente la justice? Nos impôts. Donc, au final, on a, socialisé le coût du crime. Ça nous revient à tous. Ce n'est pas l'auteur qui paye, c'est nous tous. Oui, mais même sur les assurances, on a aussi un régime spécial couverture émeute, 1,5% sur 100 € de cotisation. Enfin, c'est absolument fou. Oui. Quand on se rend compte aussi, on recevait le maire du 16e arrondissement dans votre émission hier, 125 000 € de dégâts seulement dans le 16e arrondissement. Parce qu'il faut voir aussi, personne ne se rend compte. Moi, je me demandais justement quel est le prix justement de toutes ces choses qu'ils ont cassées. Une vitre, c'est entre 1 000 et 3 000 €. Un abribus, c'est 5 500 €. Un vélo, c'est 2 500 €. Une poubelle, entre 143 et 266 €. C'est toujours pareil. Vous mettez ça tout bout à bout. Il y en a, mais vraiment pour des millions. Ça va être intéressant de voir, une fois que l'État aura véritablement chiffré ce qui s'est passé de samedi à dimanche. Tout ça, c'est les Français, évidemment, qui payent. On va continuer à en parler, du ras-le-bol de payer des impôts pour ces émeutiers qui cassent tout sur leur passage. On va continuer à avoir des reportages de 100% Frontières dans les magasins qui ont été pris pour cible. Et le retour, c'est ce que certains espèrent, d'une loi anti-casseurs pour évidemment punir collectivement tous ces casseurs et comment faire payer les casseurs. Et puis on sera avec Jordan Florentin aussi pour parler du trafic de drogue dans différentes villes de France. À tout de suite. De retour dans 100% Frontières, on continue à parler des casseurs qui ne payent jamais rien. On va vous montrer ce qu'ils ont encore cassé. On a eu des témoignages. Et puis, comment faire payer les casseurs. On en parle juste après le rappel des titres de Somaya Labidi. Et on commence ce journal par les images des 85 soldats de l'armée de l'air française qui ont décollé ce matin direction les États-Unis pour faire rayonner la patrouille de France dans le cadre de la mission Liberté 250. Une tournée jusqu'au 5 juillet pour les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance américaine et rendre hommage à l'amitié franco-américaine. À la une également, stupeur à Bréville-les-Monts dans le Calvados, juste avant le 82e anniversaire du débarquement. Installé dans le paysage du village depuis 2004, l'imposante statue en bronze du joueur de cornemuse écossais a été dérobée dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai. La mairie a porté plainte et une enquête est en cours.
Et puis l'été 2026 sera probablement plus chaud que la normale en France, prévient d'ores et déjà Météo France. Alors que l'Hexagone sort d'une vague de chaleur intense, l'Institut a publié hier les premières tendances pour les mois de juin, juillet et août qui s'annoncent donc caniculaires. Merci beaucoup Somaya. Alors voyez donc le deuxième extrait des employés de magasins vandalisés qui témoignent au micro de 100% Frontières. Quand on a fermé le magasin à minuit, dans les 2h du matin, etc., ils ont commencé à casser et tout. Et puis voilà, on l'a vu sur les caméras, des petits jeunes, ils sont tout cassés, tout pris d'alcool, bonbons, chewing-gum, tout, vraiment tout. En fait, on a vu sur les caméras qu'en fait, ils ont projeté le panneau qui est là dans la vitre. Et après, ça s'est pété. Après là, ils sont rentrés. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a eu une ouverture et après, les gens, ils en ont profité. Ouais, exactement. Après, ils ont tous suivi en fait. L'effet de groupe, c'est ça. Est-ce que tu sais à peu près l'âge des personnes? T'as une idée ou pas? Je pense à peu près mon âge, 20 ou aussi plus petit. Ouais, plus petit aussi, ouais, beaucoup plus petit, ouais. Ça sert à rien de faire ça. On gagne, mais on casse Paris, ça sert à rien de faire ça. Ils ont pris les canettes, les chips, toutes les viennoiseries qui restaient à peu près. Et ils ont cassé les caisses, les écrans. Ils ont vu les canettes ici, avec la lumière et tout. Et ils ont rentré, ils se sont servis, quoi. C'est la 3e fois, je crois, en 2 ans. Voilà, vous imaginez, c'est la 3e fois en 2 ans. Vous voulez arrêter, en fait. Vous voulez arrêter. Et donc, écoutez cette cliente d'un magasin vandalisé. Même si c'était samedi soir, on s'est dit, là, on ne sort pas. On sait qu'il va y avoir de la casse, des perturbations. Donc voilà, on va rester chez nous. J'ai entendu des tirs de mortier jusqu'à faire vibrer les carreaux, les doubles vitrages du 3e étage dans la cour. Plus des cris, des bris de verre. Vous savez, depuis longtemps, nous habitons ici et chaque fois qu'il y a eu des manifestations ou des matchs, ce magasin a été vandalisé. Il y a un manque de fermeté évident parce que lorsqu'il y a des perturbateurs, je ne parle pas seulement de cette fois-ci, ils sont jamais punis comme ils devraient l'être. Il n'y a pas de sanctions. Ils sont très vite relâchés. Souvent, ce sont des mineurs. Et même quand ce sont des adultes majeurs et responsables, je trouve qu'ils ne payent pas assez cher leur inconscience. Quand on casse, on paye. Je ne suis pas facho, je ne suis pas contre les jeunes et contre les gens qui veulent s'amuser, bien au contraire. Mais je trouve que plus on laisse faire et plus on aura ce style de violence, que ce n'est pas permis dans notre pays. Jordan Florentin, vous avez fait partie des journalistes qui ont recueilli ces témoignages. Ce qu'on note, c'est un ras-le-bol des Français, qu'ils soient clients et commerçants, évidemment. Les commerçants, mais le premier extrait qu'on a passé là, juste avant la pause, mais vous imaginez, on rentre dans votre commerce, on casse toute la vitrine, on vole la caisse, et évidemment, ils ne seront jamais poursuivis pour payer les dégradations. Totalement, c'est le mot, un ras-le-bol, parce qu'en fait, ils n'ont aucune garantie qu'ils vont avoir un remboursement, que les assurances vont jouer le jeu, parce que la réalité, c'est qu'il est très difficile aussi d'aller identifier qui sont ces casseurs, qui sont ceux qui sont venus piller dans ces magasins. Il y a réellement la vraie volonté de piller. Pourquoi ? Parce que là, on est dans le 8e arrondissement, un peu plus haut que l'Élysée, un peu plus haut que les Champs-Élysées, ce qui veut bien dire que les émeutiers de samedi soir se sont exfiltrés, sont allés un peu plus loin dans les quartiers qui étaient moins sécurisés, en se disant que là-bas, il n'y aurait pas de police, et donc que ce serait plus facile pour eux de pénétrer dans les établissements, comme ça a été le cas dans cette brasserie où il y a eu du vol de la caisse, des vitrines qui ont été brisées, et bien sûr parce que les établissements étaient fermés à ce moment-là et pas tant barricadés que cela. Donc il y a vraiment cette volonté de piller. Et puis ensuite, sur le principe de casseur, comme le rappelle souvent Georges Fenech, il y a la question de l'individualisation de la peine. Donc la question, ça va être de l'identification personnelle, puisque si vous voulez faire payer suite à une casse, il va bien falloir identifier la personne concrètement qui a cassé. Regardez ce qu'a fait le maire d'Asnières-sur-Seine sur les bornes à incendie. Il a pu identifier les personnes qui avaient vandalisé et donc faire payer les familles. Mais le sujet de samedi soir, c'est tellement des effets de meute et de bande que ça va être compliqué d'aller cibler la personne qui a cassé prioritairement. On va revenir sur cette loi, la loi anti-casseurs. Mais écoutez les Français qu'on en ras-le-bol de payer à la place des émeutiers. Je ne pense pas que ça doit être automatique. Il doit y avoir vraiment une décision judiciaire avec une étude de cas. S'il y a récidive, voilà, il faut vraiment étudier au cas par cas les éléments. Il peut y avoir des effets d'entraînement de groupe qui sont extrêmement violents, et qui font que certaines personnes qui peuvent avoir un discernement, à un moment donné ou à un autre, finissent par le perdre. C'est le phénomène de foule, d'entraînement, de bande. Je pense oui, vu que c'est eux qui sont responsables de ce qui s'est passé. Qui va payer à leur place, c'est pas eux-mêmes qui ont fait les dégâts. Je pense que c'est tout à fait normal et logique. Je suis pas d'accord, je pense que c'est pas si facile et qu'il faut regarder un peu plus large que juste les conséquences d'un événement. Je pense que c'est le but des impôts de subvenir à plein de choses dont je suis pas responsable mais qui sont pour la collectivité et voilà.
C'est sûr que tout le monde doit être remboursé à hauteur de ce qui a été dégradé chez eux. Il faut aider donc les petits commerces. Donc pour moi, on doit nous aider aussi avec nos impôts. Mais malgré tout, les casseurs, ça doit être ceux qui doivent payer en premier et qui doivent mettre le plus de pourcentage, en tout cas, dans ces réparations, c'est sûr. Voilà, oui, c'est sûr, c'est même évident. Donc c'est juste insupportable, Pierre Marissef, de devoir payer à la place des casseurs, en fait. Oui, et vous savez, ça existait en France, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jordan Florentin, ce qui pose problème juridiquement, c'est d'identifier la personne individuelle, puisqu'en droit pénal français, je parle sous le contrôle de Georges Fenech, on a une responsabilité individuelle. Et le problème, c'est que ça existait. À une époque, on a su régler ces problèmes-là. C'était 1970. Georges Pompidou nous met une loi, la loi anti-casseurs de Georges Pompidou, qui prévoyait, dans le cas de certaines circonstances, par exemple les attroupements, les manifestations, une responsabilité pénale qui n'était plus individuelle, mais potentiellement collective. C'est dans des circonstances bien précises, bien cadrées, et ça a permis de réprimer pendant 10 ans, de maintenir, de réguler les violences, notamment lors des manifestations. Et oui, ce que ça n'existe plus depuis 1980. Ça fait partie, vous savez, 1980, et je le répète souvent personnellement, est le tournant en France qui fait que les choses ont commencé à mal se passer en France. Voilà, une nouvelle preuve. En 1981, on abolit la loi anti-casseurs et jamais on a réussi à la remettre en place, puisqu'en 2019, on a mis quelque chose de, encore une fois, mi-figue, mi-raisin, qui ne règle pas le problème, visiblement. Alors justement, le retour de la loi anti-casseurs, est-ce que c'est possible? Mathilde Couvillère-Fleurenoi et Mathilde Ibanez. Face à la multiplication des dégradations, des affrontements et des scènes de violence en marge des rassemblements, faut-il rétablir la loi anti-casseurs? En finir avec l'impunité de ceux qui cassent, qui piquent, qui agressent les forces de l'ordre, qui le font parce qu'ils savent qu'ils s'en sortent sans aucune conséquence. Donc stop à l'impunité. Quand on a des dégradations de cette nature, ce n'est pas aux contribuables, ce n'est pas aux Français de les payer. Plusieurs responsables politiques plaident aujourd'hui pour le retour de ce texte emblématique des années 70, une loi adoptée au début du mandat de Georges Pompidou dans le contexte encore brûlant de mai 68 et de la recrudescence des violences lors des manifestations. Son ambition est alors clairement affichée, prévenir les débordements et sanctionner les fauteurs de troubles. Concrètement, la loi permet d'interdire les personnes impliquées dans des violences commises lors des rassemblements de participer à de futures manifestations. Les préfets peuvent aussi empêcher certains individus de rejoindre un cortège, et ce même sans condamnation judiciaire préalable. Mais cette loi ne survivra qu'une dizaine d'années. Lors de la campagne présidentielle de 1981, François Mitterrand en fait l'un de ses engagements majeurs. Une fois élu, le débat s'invite rapidement au Parlement. Le 17 décembre 1981, à peine 7 mois après son arrivée à l'Élysée, la loi anti-casseurs est définitivement abrogée. Les dispositifs introduits en 1970 dans le code pénal sont supprimés par 183 voix contre 96, plus de 40 ans après sa disparition. L'idée de son retour ravive un débat toujours aussi sensible. C'est un combat que vous portez depuis longtemps, Georges. Oui, le reportage est excellent. Tout a été dit. Pierre-Marie aussi a bien résumé la situation. En fait, la gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle s'attaque à cette loi qui était le symbole pour elle d'une atteinte à la liberté de manifester, en fait. Donc les cortèges syndicaux, etc., où il pouvait y avoir des débordements. Bon. En réalité, ça n'est pas du tout ça. Cette loi, elle réprime ce type de violence. On sortait de 1968, 70, donc vote de cette loi sous Pompidou, qui n'était pas un régime fasciste en France. Et effectivement, cette loi a été appliquée, elle a été appliquée normalement. La difficulté des juges, quand ils sont saisis un flot de garde à vue, comparution immédiate, c'est qu'à chaque fois, il faut démontrer le fait précis, imputable à tel individu, sans quoi c'est la relaxe. C'est même pas justice laxiste, c'est la relaxe. On n'a pas la preuve qu'il a commis. Donc l'intérêt d'une telle incrimination, aujourd'hui, elle est évidente. Il faut avoir un texte qui permette de condamner une imputation de faits collectifs. À partir du moment où vous êtes pris par les forces de l'ordre dans un groupe qui commet des exactions, vous êtes condamné pour participation à ce groupe, voyez-vous. Donc, et donc, vous êtes amené aussi à devoir payer les dégâts. C'est un texte qui fait cruellement défaut aujourd'hui dans notre code et il faut le rétablir. C'est ce qui manque, Eric Tegner. C'est ce qui manque pour punir une bonne fois pour toutes ces casseurs, ces émeutiers qui cassent des commerces, des vitrines, qui se rendent dans les immeubles, etc. Oui, parce qu'il faut envoyer un message. C'est-à-dire que ce message, c'est de dire que finalement, eh bien, on a le droit, pour la Coupe du Monde par exemple, de mettre en place des fan zones pour que tout se passe bien, qu'on a le droit de faire la fête.
et qu'à partir du moment où vous vous déplacez là-bas, vous allez pouvoir être condamné finalement. Ce qui choque beaucoup de Français aussi, c'est parfois le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que moi, je note que lorsqu'il y a par exemple certains groupuscules d'ultra-droite qui ont prévu d'aller se rendre sur des manifestations, des mobilisations, là, il y a souvent la capacité de les arrêter de façon préventive. C'est arrivé déjà plusieurs fois. En revanche, tout ce qui est Black Bloc, tout ce qui sont ces émeutiers, etc., qu'on connaît et qu'on sait identifier, effectivement, on a l'incapacité aujourd'hui, et en tout cas, ça n'est pas utilisé parce qu'effectivement, vous avez mis en place tous les éléments dont vous avez parlé. Et donc ça, évidemment, c'est absolument à chaque fois scandaleux. Tanguy Hamon, ça serait une loi qui permettrait d'avoir d'autres décisions que celles que vous nous avez décrites tout à l'heure, où ils ressortent tous libres. Ça, c'est sûr. Et vous parliez des relax. C'est vrai qu'il y a aussi énormément de relax du fait qu'en fait, on a du mal à identifier vraiment formellement les individus. Et ça, le tribunal, dès qu'il a le moindre doute sur l'identité réelle de cette personne, c'est relax automatique. Et ça, c'est un vrai problème aussi pour les policiers qui ont vu l'individu lui jeter des pierres, des bouteilles, un tir de mortier d'artifice. Mais si le tribunal a le moindre doute sur le fait que c'est bel et bien cette personne, si le policier n'arrive pas à montrer la preuve vraiment formelle, eh bien, c'est relax quasiment automatique. Alors, comment faire payer les casseurs ? Voyez le sujet, Pauline Trefzer, Malo Stener, Olivier Campan. Magasins pillés, vitres cassées ou encore voitures brûlées. Une ultra-violence en marge de la victoire du PSG, très onéreuse pour le contribuable. Hier, devant l'Assemblée nationale, Sébastien Lecornu l'affirme, celui qui détruit doit payer. Notre système ne se retourne pas suffisamment vers les auteurs de cette dégradation. Une colère que beaucoup de Français semblent partager. C'est trop facile de casser et puis après de s'en aller comme si de rien n'était. On en vient à tous payer pour les personnes qui font ce genre de choses et moi je suis pas du tout pour. Et si ce n'est pas aux contribuables de payer ces dégradations matérielles, alors comment faire payer les auteurs de ces infractions ? Qu'est-ce que dit la loi ? Le code pénal prévoit bien des sanctions financières. Pour une vitrine cassée, jusqu'à 30 000 € d'amende. Pour des dégradations commises en réunion, jusqu'à 75 000 €. Pour un véhicule incendié, la peine peut aller jusqu'à 150 000 € d'amende. Mais ces sanctions sont rarement appliquées dans les faits, car lors d'émeutes, l'État peut être tenu civilement responsable des dégâts. Autrement dit, les victimes sont indemnisées par l'État, donc indirectement par l'argent public. Et reste une difficulté majeure, faire payer les auteurs, souvent insolvables ou non identifiés. Sébastien Lecornu a donc demandé hier des propositions rapides au ministre de la Justice, tout en affirmant ne pas être favorable aux suspensions des prestations sociales. Tout autre sujet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le volet des émeutiers et des casseurs. Tout autre sujet. Bruno Retailleau était l'invité lundi soir de Laurence Ferrari et de Pierre de Villeneuve. Et il a fait une proposition très forte après le scandale du périscolaire où on a des dizaines de petits-enfants entre 3 et 5 ans qui ont été victimes d'abus sexuels et où on a eu 2 premiers procès. Alors là aussi, la justice met vraiment en dessous de tout. La semaine dernière, 1 an ferme aménageable sous bracelet électronique pour un pédocriminel qui s'en est pris à 9 enfants. La semaine d'avant, 18 mois de prison avec sursis pour un autre pédocriminel. Donc ils ne passeront pas 1 heure derrière les barreaux. Et Bruno Retailleau propose une solution, la castration chimique sans consentement. Un juge pourrait condamner un pédocriminel à être castré chimiquement sans son consentement. Écoutez la proposition du patron des Républicains, candidat à l'élection présidentielle. Je vais choquer peut-être, mais je suis favorable à la castration chimique. Depuis une vingtaine d'années, la castration chimique est possible à raison du volontariat. C'est-à-dire que si vous vous déclarez volontaire, vous pouvez avoir un traitement qui va diminuer le taux de testostérone et qui va diminuer la libido. Eh bien, moi, je pense que le juge, évidemment, sous le contrôle du juge, le juge devrait pouvoir... Mais avec l'accord de l'agresseur ou sans l'accord ? Sans l'accord de l'agresseur. Sans consentement. Sans consentement. Okay. Et comment faire parvenir justement c'est encore une réforme. Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Mais pour moi, c'est une évidence. Et pour moi, il faut traiter le mal à partir de la racine. Ce que dit Bruno Retailleau, vous en prenez à un mineur, vous êtes castré chimiquement. Oui, ça me paraît être une évidence, ça me paraît être du bon sens. C'est une très bonne chose que pour une fois, il y ait une personnalité politique qui ose en parler, parce qu'on sait que ça reste aussi un grand tabou. Il faut par ailleurs aussi comprendre que ça existe, notamment dans le reste du monde. Aux États-Unis, il y a même 2 États, en Louisiane et en Floride, où ils vont même plus loin, parce qu'il faut bien qu'on comprenne, la castration chimique, c'est un traitement, ce sont des médicaments. On ne parle pas d'opération, on parle pas, c'est vraiment purement des médicaments. Et alors, et aux États-Unis, ils vont même plus loin, en Louisiane et en Floride, c'est même parfois on vous impose une opération dès lors qu'un juge le décide.
féminicide. Mais ça existe aussi, notamment en Europe. En Pologne, depuis 2009, si effectivement un mineur de moins de 15 ans a été agressé. En Corée du Sud, depuis 2011. En Russie, depuis 2011 également, avec les pédophiles récidivistes. Donc ce que je veux dire, c'est que le monde aujourd'hui, il y a des endroits où c'est possible. Je pense qu'en France, oui, notamment sur le cas comme ça, sur des mineurs, je pense que c'est un impératif et une très bonne idée. Pierre-Marie Sèvres, vous en pensez quoi? La castration chimique obligatoire pour les pédocriminels? Effectivement, ça me semble être une évidence. Malheureusement, ça a des limites, puisque là, ça se base actuellement sur le consentement, mais quand bien même ce serait obligatoire, si la personne arrête de prendre son traitement, bon bah ça revient. C'est tout le problème de la castration chimique, c'est momentané et c'est temporaire. Donc effectivement, il faut peut-être envisager des méthodes un peu plus radicales, qui permettent d'être certains que ces personnes ne récidivent pas. Il y a peut-être d'autres types de castration qui sont faites dans d'autres pays. Et très franchement, moi, je n'aurais aucun remords à utiliser des méthodes très radicales contre des personnes qui... Parce que quand on viole un enfant, on tue la vie affective d'un enfant. Et la vie affective, c'est ce qui fait le sel de la vie et le bonheur. Donc, c'est comme tuer quelqu'un, violer un enfant. Vous avez vu des images, évidemment, qui, je le dis, vous avez vu des images qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet. Excusez-nous pour ça, c'est évidemment une erreur technique. Ça n'avait strictement rien à voir avec le sujet. Georges Fenech. En réalité, la castration chimique, ça a été rappelé par Bruno Retailleau, qui a raison dans tout cela, elle existe. Elle existe, et est-ce qu'on peut le contraindre d'une certaine façon? Oui, ça existe déjà. Pourquoi? Parce qu'un juge, notamment un juge d'application des peines, peut dire injonction de soins. Il ne dit pas castration chimique, ça c'est laissé à l'appréciation du médecin. C'est un rapport médecin-auteur, d'accord? Donc il dit injonction de soins. Et si la personne, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, refuse l'injonction de soins, à ce moment-là, il peut y avoir une incarcération. Donc ça existe déjà, mais il faudrait l'appliquer correctement. Quant à le contrainte de force... Ah oui, donc ça n'existe nulle part. Oui, donc ça n'existe pas. Vous pouvez pas. Ce que propose Bruno Retailleau, ça n'existe pas. Non, Bruno Retailleau ne parle pas de force. Si. Mais non, si, excusez-moi. Ça n'est pas possible. Mais il le dit, c'est sa proposition. Ça n'est pas possible. C'est sa proposition. Aucun médecin ne se livrera à une administration, une ingestion de force. C'est ce que propose Bruno Retailleau. Non, je ne crois pas. Georges, si... Non, mais c'est pas comme ça que je l'entends. Mais il dit c'est sans consentement, donc c'est de force. Oui, sans consentement, c'est-à-dire si vous refusez, vous irez en prison. Ça revient au même. Donc ça. Non, c'est en plus de la prison. Non, physiquement, vous ne pouvez pas. Mais c'est de force, il le dit. Donc, vous n'avez pas lu le JDD ce week-end, il le disait aussi dans le JDD. Donc, c'est complètement de force, c'est sans le consentement. Si vous avez un pédocriminel, vous le castrez chimiquement de force. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est mon point de vue. C'est sa proposition. C'est sa proposition, mais elle est contraire, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, à l'intégrité. Non, à l'intégrité. Vous savez que l'intégrité, pardonnez-moi. Et oui, et les pédocriminels, c'est pas. Et l'intégrité physique des enfants de 3 à 5 ans qui se font violer. Non, mais attendez, Pierre-Marie l'a très bien dit. Tant qu'on administre ce produit, ça fonctionne, la baisse de testostérone. Mais si vous arrêtez, évidemment, l'individu retrouve ses pulsions. Ça peut durer 20 ans. L'administration peut durer dans le cadre d'un suivi. La difficulté, c'est le suivi socio-judiciaire. Comment s'assurer d'un suivi? Eric, si on n'arrive pas à suivre que de temps en temps, il y a une petite piqûre, je vois pas comment on va arriver à suivre dans ce cas-là pour éviter que ce pédophile, il repasse à l'action. Parce que, pardonnez-moi, il faudrait le suivre tous les jours. Tous les jours, il faudrait suivre qu'il n'y ait pas... Donc c'est ça qui me sidère, c'est-à-dire que c'est une solution... Pardonnez-moi en fait, on a enlevé la peine de mort, c'est bon, moi j'ai l'impression qu'on a déjà donné un cadeau. C'est bon, on a fait le grand cadeau à l'humanité, on a dit on va être humaniste, la peine de mort c'est interdit dans le pays. Mais à un moment, tout le reste, on a quand même le droit de le faire, parce que sinon, progressivement, on en est là, on met même plus les gens en prison. Par exemple, vous ne pouvez pas, de force, obliger un automobiliste à une prise de sang pour voir son taux d'alcoolémie. Mais s'il refuse cet examen, il encourt de la prison. Mais on ne peut pas parce que c'est la loi. Ce que propose Bruno Retailleau, justement, Georges, c'est de changer la loi. C'est qu'il n'y ait plus de consentement sur la castration chimique. Il n'y aurait aucun médecin qui se livre à, comment dirais-je... Mais ça existe. On peut pas demander à des médecins de tuer des gens. Oui, à mettre des ceintures, des ceintures pour pouvoir administrer. Je veux dire, ça n'a pas de sens. La clause de conscience, le traitement médical... Ça faisait polémique là-dessus. Eric, le traitement médical n'a je dirais, d'intérêt que si la personne s'y soumet. Si elle ne s'y soumet pas, le traitement médical n'a aucune chance. On ne passe plus à l'acte. C'est pas un traitement médical excusez-moi, c'est pas un traitement médical pour le soigner. C'est pour protéger les enfants des pédocriminels. Alors expliquez-moi concrètement, mon cher Gauthier, comment vous allez
administrer de force un traitement médical. Expliquez-moi. yaourt. Moi, je veux bien entendre. C'est vous l'attachez, comment vous faites? Appelez Bruno Retailleau, mais voilà. Comment vous faites? Appelez Bruno Retailleau, mais vous l'attachez sur une civière et puis tous les matins, vous allez le... Comment vous faites? Mais là, vous rentrez dans le détail. Non, mais dans les hôpitaux psychiatriques. Non, mais, Jules. Non, mais je comprends l'aspect extrêmement symbolique de cette proposition, mais le meilleur moyen pour éviter que des pédocriminels s'en prennent à des enfants, c'est de les mettre dans des prisons. Voilà, et d'ailleurs, je doute, et c'est pas pour critiquer la proposition de Bruno Retailleau, je doute que la castration chimique lave le cerveau de ces pédocriminels. Je pense qu'ils pourront faire encore des agressions sexuelles et des viols, même avec une castration chimique. Mais vous avez raison. Mais c'est ce que disent beaucoup de Mais le problème, c'est que les réquisitions la semaine dernière ne mettent pas les pédocriminels en prison. C'est déjà ça, en fait. Vous parlez d'or, Gauthier. Pierre de Villeneuve, le programme de Midi News. Le meilleur moyen d'arrêter l'hyperviolence en France, c'est de mettre les gens en prison. Et en attendant, les casseurs n'y sont toujours pas. Donc on y reviendra longuement dans Midi News. Et on suivra aussi les recherches de la petite Liana avec le profil plus que suspect du principal suspect, c'est le cas de le dire. Non, il n'y a pas d'émeutier en prison. Par contre, il y a un policier qui effectivement agit en dehors de son service, ivre, en sortant son arme. Donc il a fait n'importe quoi, c'est ce qu'on avait dit avec Tanguy Hamon. Mais quand un policier fait n'importe quoi, il prend 14 mois ferme et il part avec les menottes au poignet. Quand un émeutier fait n'importe quoi, il dort dans son lit. Voilà. Ouais. Merci Tanguy. Il est invité sur les plateaux de télévision. Merci Tanguy parce que c'était très éclairant tous vos cas que vous avez pris, notamment celui qui a craché sur des policiers, qui les a mordus, qui leur a donné des coups de bâton et qui dort dans son lit au chaud ce soir. Pierre de Villeneuve, Midi News à ce soir 21h pour l'heure inter de 100% politique.